t'avais 2 choses à faire. Puis là, t'oublies la première. Tu disais, hey, il me semble qu'il y a 2 choses que je voulais faire. Écouter le nouvel épisode de Oublie pas ta brosse à dents. Mais il y avait une autre affaire que je voulais faire avant. C'est quoi donc? Que je voulais faire avant d'écouter l'épisode? D'acheter un billet pour mon nouveau show ouvert. Toutes les dates sont sur le alexandrebarrette.com. Ah, c'est ça que tu voulais faire. Par la suite, quand la transaction sera complétée, là, tu peux entamer l'épisode. Allô, je veux juste remercier la compagnie Dose qui commandite le podcast à nouveau. Moi, c'est rendu intégré dans ma vie depuis une couple de mois. Je prends ça, petite shot de produits naturels, coup de fouet santé assuré. Ça fait du bien, c'est bon pour la santé. Pour de vrai, c'est gros ce que je m'apprête à dire, mais et je pèse mes mots. Si j'étais une shot, je voudrais être une shot Dose. Voilà. Bienvenue à Oublie pas ta brosse à dents. 2 choses pour cet épisode-là. Première chose, ceux qui le regardent de façon visuelle, YouTube, Patreon, tu remarques que je suis pas habillé comme je suis habillé dans le podcast qui s'en vient. M'a t'a demandé de me pardonner ça, s'il te plaît. J'avais pas tourné l'intro quand j'ai fait le podcast. Je retourne par après, je suis pas habillé pareil. Fait que tu vas me pardonner ça, mon ami. Deuxième chose, Ariane Thibault, mon invité de cet épisode-là. Comment dire ça? C'est une placoteuse. Elle parle énormément. J'ai rarement vu quelqu'un jaser autant que cette fille-là. C'est intéressant. Ça implique un départ au Mexique. Ça implique une relation amoureuse à Los Angeles. Ça implique l'épisode qui a le plus de name-dropping de gens connus de toute l'histoire du podcast, qui implique une peine d'amour aussi. Tellement intéressante. 1h54, ça, Ben? 1h50, grosso modo. C'est un épisode assez long, mais captivant. J'espère que ça vous plaira. Bon épisode avec Ariane Thibault. Ariane Tonka. Thibault, dans le fond. Ouais, c'est ça? Ouais. Mais moi, je te connais sous ce nom-là. Ouais. Puis comme on disait juste avant, Ouais. c'est fou maintenant, 2025, et notre époque, en fait. Tu as l'impression de connaître quelqu'un. Tu sais, je t'ai ajouté, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on se suit. Moi aussi, je sais pas. Tu œuvres dans le monde de l'humour. Mm-hmm. Je te vois sur les réseaux sociaux. Des stories, des fois, je commente. T'es vraiment une fille qui se tient en forme. Ouais. Athlète même. Ouais. Fait que des fois, tu sais, je suis impressionné de... On jase à l'occasion, puis je réalise qu'on s'est jamais jasé en vrai. On s'est croisés à Juste pour rire l'été passé. Mm-hmm. Première fois qu'on se voit. C'est un grand plaisir de te rencontrer parce que t'es vraiment intéressante comme personne. Mais aujourd'hui, je vais avoir accès un peu plus Oui. à peine d'amour marquante. Donc, je sais presque rien. Je lis en surface un petit peu, t'as parlé à ma gérante, tout ça, Mm-hmm. mais je veux pas trop savoir parce que je veux rester quand même vierge de l'histoire et intéressé. Mais pour te présenter, pour qu'on sache un peu qui tu es, tu viens de où? C'est quoi ton background? T'as grandi de quelle façon? T'es heureuse? Oui. T'as-tu des frères et sœurs? OK. Fait que, allons-y. Écoute, j'ai grandi à Léry. C'est sur la rive sud, près de Châteauguay, Ouais. Kanawake, au bord de l'eau. Mais j'ai grandi à Montréal en même temps. Donc, mes parents, on faisait la route pour que j'aille à l'école à Montréal. J'ai 2 sœurs plus jeunes, OK. 4 ans de plus jeunes que moi. Donc, j'étais l'aînée. Puis j'ai des parents assez vraiment le fun. Là. Tu sais, ils sont allés bâtir leur maison à Léry, mais ils voulaient qu'on aille à l'école à Montréal. Fait que, tu sais, ils essayaient des affaires là, OK. avec nous, disons. Donc, au cours de mon primaire, j'ai changé d'école beaucoup. Comme en 2e année, je change d'école 3 fois. OK. Ils voulaient que j'aille à l'école Face à Montréal, qui est une école de beaux-arts, en fait. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est juste en face de l'Université McGill. Oui. Puis c'est une école... Mitsu est allée là. Ah ouais. Ouais. Jay Baruchel, par exemple. OK, ouais. Tu sais, c'est vraiment comme connu pour les arts. Mais ma mère, elle avait une genre de
elle voulait qu'on soit artistique, mais elle voulait qu'on fasse de l'argent aussi, tu sais. Fait que c'était comme difficile de trouver la balance dans tout ça. Donc, on allait à l'école Face, donc ils venaient nous porter tous les jours de la Rive-Sud. Tes parents font quoi dans la vie? Mon père, il est représentant dans le sport. Fait que de là vient vraiment ma passion pour le sport. C'est vraiment... mon père a toujours été représentant, que ce soit pour comme Louis Garneau, dans le ski, dans le vélo, toute ma vie. Puis ma mère était informaticienne. Mais ma mère, dans le fond, elle a dû quitter son nid familial pour aller bâtir une carrière. Ses parents l'encourageaient pas à faire ça. Elle est vraiment fonceuse. Elle est allée vivre à Montréal. Puis c'est drôle, en fait, mes parents se sont rencontrés à La Cité, qui était un club sportif au centre-ville. Oui, je sais ça quoi. Ça dit quelque chose, la piscine? Mon père Ouais. était trainer, là, puis il cruisait ma mère. Puis éventuellement... Fait que ton père, c'est un bel homme. Il a une esti de belle shape. Oui, ben puis maintenant, il y a plus de la difficulté. Je pense que c'est quelque chose, justement, qui lui tient à cœur de se remettre en forme, mais c'était vraiment une passion dans notre famille, le sport. Là. C'était vraiment au cœur de tout ça. T'es-tu une petite fille heureuse? Quand t'es enfant, t'as-tu un tempérament heureux, enjoué, facile d'être heureuse ou je pense tourmentée que oui. un peu? Je te dirais que je suis heureuse, mais j'adore l'attention. Tu sais, j'aime revenir de l'école puis comme raconter des histoires, tu sais, au point à en mettre. Tu sais, comme si je vois qu'ils réagissent à quelque chose, je niaise tout le temps ma mère parce qu'elle aimait vraiment genre les rabais ou les trucs comme ça. Fait que si, comme disons que j'ai reçu de l'argent ou que j'ai eu un rabais, mais je doublais le rabais parce que je voyais comment qu'elle réagissait, c'était comme vraiment excitant. Fait que j'étais comme, OK. Je pensais que j'étais tout seul à faire ça. Pour vrai? Ouais. Puis à ce jour, c'est comme un peu une maladie, là. Tu sais, Tom Segura, il y a une ligne qui dit c'est quelque chose au sujet de vaut mieux dire un mensonge pour dire une bonne histoire, tu sais. Puis c'est un peu quelque chose que je trouve drôle parce que maintenant que je suis en humour, des fois, je dis si seulement il aurait menti, ça aurait été plus drôle, tu sais, le bit, tu sais. Ouais. Puis je pense que j'étais vraiment comme ça au niveau que si j'avais pas assez une bonne réponse à mon histoire, fait que je pense que ça a tout le temps été quelque chose qui me faisait triper. Tu sais, toutes les monitrices dans les camps de jour disaient « elle arrête pas de parler. » Tu sais, puis à ce jour, tout le monde m'a dit ça tout le temps. Mais ça a tout le temps été une grosse partie de ma personnalité. Ensuite, est-ce que j'étais heureuse? Oui, mais j'ai quand même grandi dans une atmosphère où est-ce que mes parents voulaient en faire énormément. Tu sais, je te dirais qu'ils sont hyperactifs. Tu sais, quand on était jeune, on s'est fait tout offrir de prendre du Ritalin, là. Mais tu sais, d'après moi, mes parents en auraient eu besoin aussi. On aurait dû avoir un gros pot là, dans la cuisine. Est-ce que t'en as pris du Ritalin? J'en ai jamais pris. Ma mère était vraiment pas... elle aimait pas ce genre de trucs. Mais je te dirais, dans les genres de décisions familiales, tout ça, c'était juste, on en faisait beaucoup. Ce qui rendait les choses difficiles parfois. Puis il en gérait beaucoup. Comme par exemple, je te dis, on allait à l'école au centre-ville, mais il oubliait de venir nous chercher. Fait que des fois, je m'occupais de mes sœurs. On restait en cours à Face 5 heures de temps, juste nous. Puis tu sais, j'étais en 2e année, là, tu sais. Des fois, je me faisais garder par d'autres parents qui étaient peut-être pas top. Je prenais le métro toute seule en 3e année. Tabarouette. Ouais, c'était je me rappelle, tu sais, les téléphones payants, là. J'étais la pro de faire l'appel qui retourne, tu sais, puis là, t'as comme 3 secondes, puis viens me chercher, viens me chercher. Exactement. Après virer. Ouais. Ma soeur faisait ça. Ma soeur, elle appelait après virer, puis acceptez-vous les frais de « Je suis à telle école. » Fait que dans le fond, mes parents avaient l'information. Oui. Fait que au moins, il y avait des solutions. Tu sais, je me rappelle, un moment donné, mon père payait le barista du Second Cup pour venir nous chercher à l'autobus. Tu sais, il trouvait des solutions, mais c'était... Tu sais, on se sentait un peu comme si on fallait qu'on se débrouille dans beaucoup de situations. Puis, est-ce que tes parents sont conscients de ça? Ou c'est quelque chose que tu as déjà reproché à tes parents ou t'étais... Es-tu transparent, ce que tu me dis là? T'es zen avec ça ou il y a déjà eu un reproche qui a été émis à tes parents? Ben, c'est surtout, tu sais, en vieillissant que là, j'ai ces conversations-là avec eux, mais tu sais, c'est qu'il y a tout le temps le morceau que tu disais, ouais, mais pour eux, c'était tellement plus difficile. Tu sais, pour nous, ils ont fait leur possible. Eux, leur enfance, c'était tellement plus dur que ce que je me plains. C'est pour eux, c'est comme, mais voyons, t'as attendu 1 heure, là, on s'en fout-tu, tu sais. C'est un peu ridicule, mais je te dirais que maintenant, ce que j'aime de ma relation avec mes parents, on a quand même un break de relation afin de rebâtir. Tu sais, on dirait que il y a un moment où est-ce que, comment dire, tu sais, au début, t'es pur, t'es un enfant, t'es enjoué. Puis là, tu commences à te faire des couches pour te protéger, que ce soit des autres enfants, que ce soit, tu sais...
de comment mes parents réagissaient à certaines choses. Puis là, je suis arrivée à un moment dans ma vie où est-ce que j'ai voulu tout défaire cet oignon-là pour retourner à qui je suis, dans le fond. Puis c'est là que ça a créé des grosses conversations avec mes parents qui ont été difficiles. Puis ils sont encore, mais maintenant... Tu l'as fait à quel âge de ta vie, ça? Je te dirais... Comme il y a eu un gros point tournant dans ma vie quand j'ai fermé mon agence de médias sociaux. OK. Fait que c'était à 33 ans, je te dirais. Où est-ce que j'ai décidé... De ma jeunesse à maintenant, j'ai été très dans le people pleasing. Tu sais, je veux que les gens m'aiment. C'était beaucoup comme ça que mes parents opéraient. Tu sais, on voulait être dans certaines cliques, fait qu'il fallait leur plaire. Mais des fois, j'étais comme, il me semble que ces gens-là sont pas fins, tu sais, ou qu'il y a pas. Mais on se forçait beaucoup à s'adapter. Je trouve qu'il y avait beaucoup de masking dans mon enfance. Tu sais, Léry, c'est un quartier quand même particulier parce qu'il y a peut-être 1000 habitants. Mais au niveau, tu sais, il va y avoir comme quelqu'un qui habite dans un bungalow puis sont 6 dans la même chambre, puis à côté, tu as une maison de 6 étages avec une piscine puis un ascenseur, puis ça fait une drôle de communauté, tu sais, au niveau de comment on vit, etc. Puis d'essayer de constamment regarder chez le voisin et tout ça. Puis c'est drôle parce qu'en grandissant, justement, moi et mes sœurs, on se faisait beaucoup d'amis plus qui venaient de familles d'immigrants parce qu'on trouvait que c'était plus pur puis léger quand on allait jouer chez eux. C'était très invitant. C'était moins « Ah, la visite s'en vient vite. Faut qu'on stresse. » tu sais. Est-ce que tu viens d'une famille aisée financièrement? Je te dirais que c'est compliqué. On le savait pas vraiment. Tu sais, je te dirais que non, pas aisé, définitivement milieu là, environ. Mes parents, ils ont travaillé fort pour avoir des belles choses. Ils ont une magnifique maison au bord de l'eau et tout, mais ils ont fait beaucoup de concessions là, pour en arriver là. Donc, on n'avait pas l'impression d'avoir des sous comme enfant. On n'avait pas d'allocation ou rien comme ça. Mais mon père était patrouilleur pour qu'on puisse faire du ski. T'sais, il nous manquait de rien. Si on avait besoin de quelque chose, trouver un moyen de le faire. Okay. Fait que, là-dessus, je suis complètement grateful. Mais on faisait comme... On allait à plusieurs épiceries. Il y avait comme des trucs dans chaque chose qu'on ne savait jamais vraiment si on avait des sous ou pas. T'sais. Plusieurs épiceries pour les rabais. Puis, ouais. Je comprends. Mais en même temps, des fois, même en vieillissant maintenant, je comprends que t'es comme « Ah oui, je comprends l'app du Walmart est vraiment bonne. » Exact. Mais qu'à l'époque, des fois, tu sais, parler d'un rain check, là, j'ai le goût de pleurer. ça me donne de l'anxiété. L'idée que je dois aller parler au caissier pour ce genre de truc-là, parce que quand j'étais petite, j'haïssais ça pour mourir, là, tu sais. Mais après, t'allais chez un autre ami qui avait pas tant une grosse maison, puis t'étais comme, écoute, eux autres, ils parlent jamais de sous, excuse-moi, je t'arrête. Oui, un rain check, moi, je pense, je sais c'est quoi, au golf? Quand il n'y a plus de, disons, de fromage en rabais, puis là, tu demandes pour avoir le rabais la semaine, tu vois, fait que c'était quelque chose qui était très présent. En fait, moi, je pense que c'est plus ma culture, c'est le terme anglais. Ouais, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi en français. Ouais. C'est un... c'est un rabais... Je vais le trouver. Ouais. Mais il y a un terme en français. Il y a un terme. Et moi, rain check, c'était au golf quand il mouille. Puis là, finalement, il te rembourse pas la ronde, mais tu as un rain check de pouvoir revenir pour rejouer ta ronde. Fait que c'est un peu la même chose, dans le fond. Exactement. Ah, mais tu vois, je sais pas. Tu sais qu'un de mes plus gros complexes, c'est justement... Une de mes qualités, je trouve que c'est le bilinguisme, mais un de mes complexes, c'est des fois avoir de la misère à parler, on dirait, dans les deux langues complètement, là, tu sais. J'ai tout le temps peur de perdre des mots en français. L'anglais vient de où? Parce que t'as-tu un père... non. Thibault, c'est francophone? Oui. Ta mère, c'est franco? Thibault, mes parents. Non, on est super francophones. Je te dirais... Ben c'est ça, tu sais, autant on avait beaucoup de changements dans nos vies en nous envoyant en FACE, qui est une école complètement bilingue. Fait que c'est vraiment à partir du primaire, maternelle au secondaire, tu as de l'anglais puis du français dans tes deux cours, dans les deux. Comme je t'ai dit, en deuxième année, au cours de mon primaire, j'ai beaucoup changé d'école. J'ai fini par aller à l'école à Châteauguay où est-ce que là, c'était le collège Héritage, puis c'était juste en français. J'ai commencé à sacrer en québécois. J'avais jamais sacré en québécois. Tu sais, je parlais comme une petite fille d'Outremont à Montréal. Ouais. Je disais « fuck », tu sais, des trucs comme ça. Mais en arrivant à Châteauguay, c'était comme on parle québécois. Puis c'est après le secondaire, quand tout le monde allait à André-Laurando, qui est le plus proche au Valleyfield, moi, je voulais rien savoir. Je voulais aller à Dawson, je voulais aller en anglais. C'était comme écrit dans ma tête, c'était là que je voulais aller. Je pense aussi que dans mon expérience de jeunesse, à travers changer d'école, j'ai vécu c'est quoi aller dans un nouvel espace puis refaire ta vie. Puis je pense que j'ai un peu trippé là-dessus. Genre. T'aimes ça? Ouais.
tabarnak, c'est mon pire cauchemar. Ouais. Mais en même temps, c'est drôle parce qu'on vient de tourner un épisode qu'on a abordé ça un peu. Ouais. Il y a des... Moi, je pense que ce que j'envie le plus, c'est les gens qui sont bons pour vivre des changements et déracinement avec aisance dans tout ça. Moi, mettons, j'ai eu la chance ou un piège aussi, mais d'avoir été dans la même maison. Mes parents sont toujours dans la même maison où ils ont élevé les 3 enfants. Je suis allé... Tu sais, je reviens à Charlebourg, je redors dans la chambre où je dormais quand j'étais enfant. J'ai pas eu de divorce, j'ai pas eu de séparation, j'ai pas eu de deuil. Je suis tout le temps allé à la même école, 6 ans au primaire, 5 ans au secondaire. Fait que les gens qui changent d'école plusieurs fois dans le primaire, tout ça, c'est tabarnak, ça... Mais toi, tu y trouvais du positif. Bien, je te dirais qu'en 2e année, je tripais pas. Tu sais, la première fois que j'ai changé d'école, c'est parce que justement, mes parents avaient tellement... Les deux travaillaient à l'époque. Ma mère, elle travaillait chez Belle Mobilité. Elle voyageait tout le temps pour le travail. Puis mon père représentant. Fait qu'il me laissait dormir chez des amis, puis tu sais, c'était pas nécessairement des bons apparts à Montréal, des trucs comme ça. Tu sais, je me rappelle, il y avait une histoire. Il m'avait laissé dormir chez une de mes meilleures amies. J'ai fumé une cigarette ce soir-là, on est allé au dépanneur, puis sa mère s'est pognée avec son chum, puis elle pitchait des assiettes. Puis là, j'ai appelé mes parents, puis je suis comme venue me chercher. Puis il y a eu plusieurs situations comme ça ils ont comme réalisé cette histoire d'envoyer notre enfant à Montréal, ça a comme pas de bon sens. Puis là, ils m'ont envoyé à une autre école. Ça, c'est vraiment quand même drôle. Ça s'appelait la Clé des Champs. Parce que mes parents sont très... Tu sais, ils voulaient qu'on soit free spirit, là, qu'on soit... je sais pas, avec notre spiritualité, qu'on soit très à l'aise. C'était une école, encore une fois, très artistique. La Clé des Champs. C'était une école dans le champ, avec une genre de cloche à la main, genre. OK. Puis, les cours étaient... Tu sais, c'était comme soit tu rentrais dans l'école ou pas, ça te tentait, tu jouais dans une boîte, c'était ça les sorties. C'était vraiment comme peace and love. Puis, l'école a fait faillite pendant l'année scolaire. Fait que là, ils ont été obligés de me changer d'école. Puis je te dirais qu'à ce jour, la plupart des gens qui ont été à cette école-là, ils ont pas mal lâché l'école. Il y en a qui ont... Tu sais, moi, j'ai été chanceuse, j'ai fait une demi-année ou même pas. Il y en a qui avaient fait 5 ans. Tu sais, fait que... Mais toi, mettons, c'est que tu me donnes le dilemme. Oui. Tu peux aller en cours ou tu peux sortir dehors. Je serais jamais à l'école. Toi, t'allais quand même à tes classes? Ben non, mais je te dirais, je me rappelle même pas, c'était tellement YOLO, là, comme je sais même pas s'il y avait un prof. J'ai un souvenir que c'était quand il y avait le oui, le non, là, puis que là, tout le monde se promenait avec des signes dans le cours, mais on dirait qu'il y avait pas de cours, vraiment, là. Tu sais, c'était vraiment, tu fais ce que tu veux. Puis c'est drôle parce que Face, c'est connu comme être vraiment aussi relax, là, comme école, tu sais. On pouvait partir le midi, chiller dans le centre Eaton, t'avais 11 ans, tu sais, puis on allait à McGill sauter dans les... il arrosait le gazon avec des arrosoirs, puis nous, on sautait là-dedans, on venait tout mouiller dans nos cours. Tu sais, c'était déjà fait, c'était vraiment relax. Ouais. Là, cette école-là, c'était comme, faites n'importe quoi, les enfants. Là. C'était vraiment la folie. Là. Fait que, non, effectivement, on restait beaucoup dehors à jouer, mais comme je te dis, j'étais en 2e année, puis je m'en souviens plus ou moins. Je suivais ce que les autres faisaient, mais ça n'a pas duré longtemps, puis finalement, je suis allée à une autre école qui faisait plus de sens. Puis j'ai juste fini mon année là. Puis là, l'école, après, j'ai encore changé d'école. Dans une école que là, c'était une école, je me rappelle pas quand, alternative qui appelait ça dans le temps. Fait que je pense que tu apprenais l'anglais, mais finalement, moi, je connaissais l'anglais plus que la prof. Fait que finalement, moi, j'avais pas le droit d'être dans un cours d'anglais. Il y avait tout le temps quelque chose. Puis j'ai eu une drôle... mes petites questions par rapport à l'anglais. Comment si jeune, je sais que les langues, quand t'es jeune, ça s'apprend plus facilement, mais avant d'aller à Face, une école bilingue, ton anglais venait de où? Je te dirais, ben ils m'ont envoyé à Montessori en maternelle. Mes parents, ils essayaient de tricher le système pour que je puisse aller à l'école en anglais parce qu'ils voulaient vraiment que je sois bilingue. Okay. Fait que je suis allée à la Montessori, puis j'imagine que j'avais un peu d'amis, mais j'étais pas bilingue là, à cette époque-là, tu sais, vraiment. Mais je comprenais, j'étais à l'aise. Puis Léry, où est-ce qu'on vivait, c'est extrêmement bilingue. Comme on appelle ça Léry Beach des fois, là, comme en blague, mais on a comme notre propre langage un peu québécois mélangé avec de l'anglais. Là. Okay. Fait que on fréquentait quand même un monde bilingue. Okay. Mon père, il parle très bien l'anglais. Ma mère aussi, super bien. Elle a juste un peu plus un accent, mais je sais pas, c'est comme si quelque chose qu'ils ont vu qu'il fallait absolument que je focus là-dessus, mais ça a vraiment été... Tu sais, là, j'ai fait mon secondaire. Là, en tout cas, j'ai changé tellement d'école. Je suis retournée à Face à un certain point. Puis après, je suis allée à Dawson. Mais moi, je trouvais que mon anglais n'était pas encore assez bon. Tu sais, il était sûrement meilleur que tout le monde dans mon école, mais je trouvais pas que c'était parfait. Puis quand je suis allée à Dawson, évidemment, tu es à l'école en anglais.
Mais même là, tu sais, dans les pauses et tout le monde te parle en français. Tu sais, t'es à Montréal. Fait que là, je suis allée à Bishop. Puis là, Bishop, c'est là que je suis devenue comme vraiment bilingue. OK. Puis là, éventuellement, j'ai voyagé et tout. Mais je te dirais, puis pourquoi je voulais tellement apprendre l'anglais? Parce que j'étais poche en français. Puis je faisais tout le temps chicaner là, à l'école parce que je faisais trop de fautes. OK. Puis je pense que je suis quelqu'un, j'aime raconter des histoires, j'aime communiquer, mais chaque fois que tu communiques, t'as zéro parce que tu fais plein de fautes. Fait que c'est genre... C'est drôle parce que j'avais écrit là-dessus un moment donné. Même la façon que j'écrivais avec trop de doigts, je me faisais chicaner. Tu sais, on dirait qu'il y avait rien... La façon que je m'exprimais en français qui faisait l'affaire. OK. Puis on dirait, moi, je voulais juste raconter mon histoire. Là, genre, puis, ben oui, mais c'est pas la bonne grammaire. Fait que c'est comme si je me disais, OK, ben moi, j'ai pas le droit d'écrire, je suis pas bonne là-dedans. Puis ça m'a comme marqué parce que récemment, je réalise à quel point j'aime écrire puis raconter des histoires, mais le fait que j'avais de la misère en français m'a tellement bloquée. Puis c'est une conversation que j'ai beaucoup avec mes amis immigrants et tout ça, qui me disent, j'ai essayé d'apprendre le français, mais on a tellement critiqué que ça m'a plus donné le goût, tu sais. Puis c'est une langue qui est difficile aussi? C'est une langue qui est difficile, puis les gens en sont vraiment fiers. Tu sais, vous avez fait un épisode où est-ce que vous en avez parlé pendant un bout, comment c'est important pour vous, les gens qui parlent bien français. Ouais. Je juste, ça m'a donné de l'anxiété parce que c'est quelque chose... Une année, j'avais fait une télé-réalité, puis avec Kim Rusk, il fallait que je fasse un pitch d'ascenseur, puis tous ces commentaires, c'était sur comment je disais trop de mots anglais quand je parlais. Fait que OK. c'est quand même un complexe. Puis c'est drôle aussi parce que là, je vais un peu partout, mais dans le parfait. dating, là, Ouais. tu sais, je suis allée dans les apps de dating au Canada, au Mexique, aux États-Unis. Jamais personne n'avait des commentaires sur « t'es mieux de bien écrire », là. Tu sais, ils s'en foutent de ça. Au Québec, les gens sont obsédés, là. Tu sais, c'est comme... Tu trouves? Ouais, Puis moi, quand je texte en français, j'ai l'impression que j'écris une dictée, là. Je perds toute ma personnalité, là. J'ai de la misère. C'est drôle parce que mon copain, maintenant, quand on s'est daté pendant genre 1 mois avant que je commence à lui écrire en français. C'est un francophone. OK. Mais il m'a eu parce que son nom, c'est anglophone. Fait OK. que... ma catfish. Mais j'étais tellement... je sais que je suis pas idiote, mais je suis tellement pas confortable avec comment j'écris en français que ça me rendait pas mal à l'aise. Fait que je te dirais que mon switch à l'anglais, j'avais pas des bonnes notes à l'école en français. Puis quand je suis allée au cégep, en anglais, tout à coup, j'avais des 90 partout. OK. Fait que c'est comme en anglais, on me laissait m'exprimer. Je comprends. Ouais. Je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui... Moi, le français est très important pour moi, Ouais. mais je ne vais jamais critiquer quelqu'un qui fait des fautes ou tout ça. Je pense que... Anyway, j'ai pas la vérité, c'est moi, tu sais. Je vais jamais faire de l'attitude à quelqu'un. Je pense que c'est quand je vois, mettons, quelqu'un qui est 100% franco écrire un statut Facebook en anglais, genre. Ou la légende en dessous d'une photo Instagram en anglais. Je fais comme, Ouais. à qui tu parles, tabarnak? Je comprends. Pour ton crowd anglophone? Je sais pas si tu comprends. Mais en même temps, je le souligne pas, je m'en calisse. Chacun vit sa vie comme il veut. Puis toi, en plus, clairement, t'as baigné dans le monde anglophone aussi beaucoup. Fait que tu vis comme tu veux, tu sais. Ben non, puis je suis pareil que toi, là, comme quand quelqu'un dit une phrase en anglais au milieu d'une phrase en français pour aucune raison, puis qu'il parle pas anglais d'habitude, des fois, je suis comme, mais là, c'est quoi le rapport? Ouais, mais je me dis, hey, ils ont le droit de se romantiser puis de s'inventer une vie s'ils veulent. Mais c'est drôle avec les médias sociaux aussi, parce que des fois, j'ai l'impression que les gens répliquent ce qu'ils voient. Tu sais, j'ai des amis qui ont des comptes privés pour 200 personnes, puis ils sont comme, hey guys, welcome to my channel, tu sais, puis tout comme si, puis on est comme, mais c'est ta famille, puis tes amis, là, comme à qui tu parles? Puis t'es francophone. Oui. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir le point de vue. Je trouve ça plate, en fait, que tu aies eu cette dévalorisation-là. Ouais. T'es quelqu'un qui, clairement, s'exprime bien, là, tu sais, qui est volubile, qui parle beaucoup. Je trouve ça plate que ça t'ait brimé un peu. Je veux revenir à les changements. L'école, tout ça, mais tu dis, je vais vouloir aller à Dawson parce qu'il y a quelque chose que tu t'es souvent rebâti, je veux pas mal te citer, mais rebâti un cercle social. Ouais. Pour toi, c'est positif, mettons, de rechanger, d'aller à Dawson, de te recréer une nouvelle banque d'amis, un réseau social. T'aimes ça dans la vie. Oui, mais comme je te dis, quand j'étais en 2e année, je le voyais pas comme « hey, je triple là-dessus », mais j'ai vu l'impact rapidement de quand j'arrivais dans une nouvelle école. On dirait que tout à coup, j'étais
comme 2 étapes plus loin dans ma vie. Tu sais, je suis quand même quelqu'un de, compétitive. Là, tout à coup, j'avais plus de liens, j'avais accès à plus. Fait qu'on dirait de sauter en bas d'une cliff. Là, Ouais. c'est un truc que j'ai juste vu me revenir genre fois 100 à chaque fois que je le fais. Là, tu sais. C'est positif. C'est très positif. Puis, tu sais, ça me prenait... Souvent, je suis quelqu'un aussi qui suit beaucoup son intuition. C'est une personne que je trouve cool au hasard. Ah, tu vas à l'école où? Moi, je vais à Dawson. OK, parfait, je m'inscris. Tu sais, même chose avec Bishop, là, c'était tellement un coup de tête là, d'un voisin qui m'a dit que c'était le fun. J'avais jamais entendu parler de ce gars-là de ma vie. Tu sais. Puis j'étais comme, parfait, il a l'air comme, je fais confiance, ce gars-là. Tu sais. Wow! Wow! Fait que je te dirais que, ouais. Fait que, puis aller à Dawson, tu sais, c'est complètement un autre monde. Puis j'ai tout le temps été attirée, tu sais, même quand j'étais au secondaire, j'allais à l'école à Châteauguay. La plupart des gens, à l'école où j'allais, comprenaient pas pourquoi il fallait qu'ils apprennent l'anglais. Ils étaient comme, tu sais, c'était vraiment eux, ils allaient rester où est-ce qu'ils viennent, puis ça va être ça. Moi, je travaillais au Sport Expert Centre-Ville, j'avais 15 ans, puis je prenais l'autobus, puis j'allais travailler au Sport Expert puisque je voulais vivre quelque chose, puis je leur des sous, puis tu sais, je pense que mes parents sont aussi comme ça, très game. Tu sais, ma mère, comme je te dis, elle a quitté, elle vient de Saint-Jean-de-Mata, elle a pris l'autobus, elle a pris ses affaires, puis elle a dit, moi, je vais aller étudier. Puis mon père fait toutes sortes d'escapades comme ça. Fait que je pense qu'ils m'ont vraiment mis à l'aise avec c'est bien de rencontrer des gens, c'est bon d'essayer des trucs. Fait que, tu sais, c'est ça. J'avais 15 ans, je travaillais au Sport Expert Centre-Ville. Ça aussi, ça a dû être dans l'anglais. Incroyable, c'est ça. T'as étudié en quoi? À Bishop? Quel domaine t'as... Ben, c'est drôle parce qu'à Dawson, j'ai étudié en cinéma. Parce que moi, je tripais cinéma quand j'étais jeune. Justement, je voulais écrire, tu sais. En allant à Dawson, j'ai vu qu'il nous amenait vraiment vers... tu sais, les films indépendants et tout ça. Puis là, j'étais comme, là, je vais jamais faire d'argent. Puis je comprenais pas comment le système fonctionnait. Tu sais, puis même à ce jour, je trouve que le show business, tu sais, quand tu connais personne dans ta famille, quand tu as personne qui a déjà fait ça, on dirait que tu comprends pas, OK, bravo, j'ai-tu là-dedans, qu'est-ce qui arrive après? Puis je pense qu'en français, il y a peut-être un peu plus un chemin, mais en anglais, on dirait que je le voyais pas pantoute, là, comme je connaissais personne que ça avait donné quelque chose. Puis ça pour dire que la personne que j'avais rencontrée qui m'a dit « Ah, moi, je suis à Bishop en business. » J'ai fait « Parfait, moi, je vais à Bishop en business. » Puis j'aimais l'aspect d'avoir un background dans les arts pour avoir aussi l'aspect business, parce que je savais que ça allait me servir. Donc, j'ai étudié en marketing à Bishop. OK. Ouais. Bon, sortie de l'université, là, t'es rendu, tu travailles pour Just for Laughs, Comédia, qui possède maintenant Juste pour rire, tout ça. Ouais. Mais ça a été quoi ton parcours après l'université? C'est quand même particulier. C'est tout nouveau que je suis en humour. En fait, je sors de l'université. À l'époque, moi, j'ai tout le temps eu des job-ins quand même le fun. Puis, tu sais, comment dire, la prochaine était toujours plus le fun que la dernière. Tu sais, j'ai fait beaucoup on appelait ça ambassadeur dans le temps, avant les médias sociaux. C'était quand tu représentais un brand, comme à la Coupe Rogers, je représentais la Banque nationale. Puis là, je vendais des cartes de crédit, des trucs comme ça. J'ai travaillé pour Monster Energy pendant un bout. Je conduisais le gros camion au centre-ville, puis là, je donnais des canettes, tu sais, ce genre de trucs-là. Représentante? Ça s'appelait ambassadeur de tu étais comme Monster Girl, que tu conduis le camion, puis là, tu arrives à des événements de, je sais pas, le motocross, puis tu donnes des canettes à... Question pour toi. Ouais. T'es une belle fille. OK, ouais. Tu le genre... Ben, c'est pas un petit... Oui. C'est-tu le genre de job qu'il faut que tu sois une belle fille? Est-ce que tu aurais eu cette job-là si t'étais pas une belle fille? Je te dirais que il y avait vraiment toutes sortes de monde. Tu sais, c'était comme ambassadeur Monster, mais ce genre de job d'ambassadeur, ça avait rapport avec être une belle personne. Tu te présentes bien. C'est ça. Puis je pense un peu que moi, je cherchais à prouver quelque chose en allant vers ces jobs-là aussi. Tu sais, je voulais être barmaid, là. Tu sais, je voulais avoir le stamp de comme je suis assez belle pour ça. Fait que je pense qu'il y avait comme un morceau définitivement de confiance en soi qui m'a toujours manqué. Tu sais, je trouvais tout le temps mes amis pognaient plus, étaient plus belles, des trucs comme ça. Ah ouais, OK. Ouais, vraiment. Puis je te dirais que, tu sais, on a parlé de mon enfance. Mes parents étaient beaucoup dans me chicaner si je restais tard ou des trucs comme ça. Mais je pense que ça aurait été intéressant qu'on parle plus de confiance en soi, puis de ta valeur, puis de ces choses-là, au lieu de plus des punitions. Puis je pense qu'avec les filles, c'est souvent ça qui arrive. Tu sais, c'est... Comme à ce jour, je réfléchis à comment, OK, je dois me valoriser puis tout ça, mais c'est moi qui s'est coachée là-dedans. Pas qu'ils n'ont pas voulu, mais peut-être qu'ils prenaient ça pour acquis, tu sais, sans en parler. Fait que je pense que je cherchais quelque chose à travers justement mes jobs et tout ça. Je voulais prouver que j'étais bonne, que j'étais belle, que je fit in. Puis
c'est ça, j'ai travaillé là, j'ai eu la job de Monster, puis tu sais, pendant que je faisais mes études, c'est ça, je voulais travailler dans les bars. J'ai commencé, je travaillais à la cage au sport, j'étais service derrière, là. Puis après, je travaillais au Fuzzy de Brossard pendant un été. Mais tu vois, même avec ça, je me sentais jamais aussi belle que les autres, tout ça. Tu sais, ça te donnait pas, plus t'essayes, on dirait des fois, plus Mais il y a tout le temps quelqu'un d'autre. Mais là, surtout de plus que la beau, confiance en soi, là. c'est pas quelque chose qui est rationnel. Ouais. Ce que je veux dire, Un c'est bon que moi, mettons, si je vais vers des gars, là, des amis gars que j'ai, je vais pas le nommer, mais j'ai un ami qui est vraiment pas il est pas laid, mais c'est pas un. Il détonne pas que c'est un Ouais. beau gars. C'est le gars le plus confiant que j'ai vu de toute ma vie. Ouais. Puis, même chose, tu vois des gens qui sont esthétiquement magnifiques, mais qui se trouvent pas beaux. C'est ça, qui sont pas confiants, en fait. Puis même chose, j'ai eu des copines, des amoureuses ou fréquentations, certaines qui dans les plus belles filles que j'ai vues de ma vie, qui se trouvent tout le temps pas correctes. Puis j'ai été aussi avec des filles c'est délicat parce que je veux pas que esthétiquement pas dans les standards partout, mais se trouver tellement belle. Ben oui. Fait que la confiance, c'est pas directement lié à ta réelle apparence. C'est ça qui... Complètement. C'est vraiment dans ton mindset. Ça, c'est un truc que je trouve beau des médias sociaux maintenant, c'est que tu vois à quel point ça peut... Ça peut être toutes sortes de personnes qui ont confiance en eux. Tu sais, ça n'a pas rapport, puis c'est toi-même comment tu te vois. Mais il faut faire un gros travail là-dessus. Puis tandis que, je te dirais, être enfant à mes 33 ans, je cherchais la valorisation à travers l'œil de l'autre. Okay. Tu sais, comment eux me reçoivent, qu'est-ce que je suis capable d'avoir, que ce soit par rapport à mon intelligence, ma beauté, tout ça, fallait que je me fasse tout le temps confirmer. Tu sais. Puis après, je pense qu'en travaillant sur moi-même, c'est comme le contraire. Tu sais, c'est que là, tu rentres, tu dis, hey, moi, je suis belle, puis je mérite d'être ici. Puis, tu sais, c'est un peu toi qui décides, dans le fond, là, tu sais. Est-ce que c'est une des choses, parce que tu disais tantôt, en début de podcast, que tu as eu un petit... avec tes parents, tu as eu à faire une petite mise au point ou certaines choses que tu as eu à régler ou tout ça. Des fois, on a des petites... moi, j'ai fait une psychanalyse pendant 6 mois. Puis ça m'a fait beaucoup aller explorer. Je suis super fier de mes parents. Je suis privilégié. J'ai pas grand-chose à critiquer. Mais ça fait juste aller prendre conscience de « Ah, si ça... j'hérite de ça de mon père ou j'hérite de... » C'est une des choses que tu as abordées avec tes parents de pourquoi je suis autant... dans l'œil de l'autre, est-ce que vous n'auriez pas dû un peu travailler plus ma confiance en moi ou aborder ce sujet-là? Oui, bien, on l'a abordé, tu vois, on l'a abordé plus comme d'adulte à adulte, comme comment eux se sentent par rapport aux autres. Tu sais, comme ma mère, elle n'a aucun besoin de plaire. Elle s'en fout complètement, que les voisins l'aiment ou pas. Mais mon père, lui, il est de l'autre côté. Tu sais, il veut que tout le monde l'aime. Il rend service à tout le monde. Tu sais, il est vraiment là-dedans. Donc, c'est vraiment une bataille entre les deux. Fait que je te dirais qu'on a eu plus une conversation par rapport à quand j'ai partagé ça. Je suis désolé, les gens qui disent arrête de couper ton invité. Non. C'est juste que c'est là que ça se passe. Tu dis il rend service, tout ça, parce que réellement, c'est une bonne personne ou il le fait pour plaire puis que les gens le trouvent gentil? C'est pour avoir une approbation? Que les gens le trouvent gentil, puis pour que il lui rende service éventuellement, puis tout ça. Puis je vois la déception quand ça revient pas et tout ça, tu sais. Puis en vieillissant, je reconnais cette pattern-là quand j'ai des gens autour de moi que je suis comme, ils donnent, mais t'es comme, OK, mais moi, je t'ai rien demandé. Tu sais, mais oui, effectivement, tu sais, de demander, mais après de sentir comme si personne te donne autant que tu donnes, mais tu sais, oui, exactement. Fait qu'il y avait définitivement de ça. Fait qu'on en a parlé plus. Mais tu sais, c'est comme si mes parents, je sais pas si toi, c'est comme ça, mais quand je leur raconte des insécurités ou que j'étais pas bonne à l'école, ils s'en rappellent pas pantoute, là. Comme, tu sais, eux, dans la tête, ah non, ça allait vraiment bien, tout était facile pour toi. Tu sais, c'est blackout total. Tu sais, je leur raconte des trucs, là, puis ils ont aucune idée là, de comment je pouvais me sentir. Eux, dans leur tête, là, c'était super facile. Fait que c'est difficile d'aller fouiller, etc., mais c'est plus moi-même de comprendre, OK, je fais ça à cause de ça, mais maintenant, j'ai plus besoin de me protéger comme ça parce que je suis en sécurité, tout est beau, T'sais. Quel événement qui a créé tu dis à 33 ans, cette prise de conscience-là que je veux plus être à travers, dans l'œil des autres, mon appréciation n'est pas à travers le regard des autres, si je passe par moi. Quel événement dans ta vie a créé ce changement-là? Ben, en fait, on vient où est-ce qu'on était rendu par rapport à... Après, je finis l'université.
je me cherche une job. Moi, j'ai étudié en marketing en me disant, moi, je vais travailler en pub. Je savais pas que travailler en marketing, ça pouvait être n'importe quoi. J'ai travaillé en pub. Puis je connaissais personne en pub. Puis j'appliquais. Personne ne me répondait. Un jour, je disais à mon père, conduis-moi à toutes les agences, je m'en fous. J'ai fait genre, pitcher mon CV. Puis finalement, j'ai eu un job à LG2. C'était ma première job. Puis ça a été une bonne expérience, mais j'ai vu qu'il me manquait de quoi, tu sais. Puis c'était drôle aussi parce que je travaillais dans un bar à cette époque-là, au Tokyo Bar, au centre-ville. Puis j'ai dit, OK, guys, moi, j'ai une nouvelle job, bye, tu sais, pour réaliser que finalement, je faisais bien plus d'argent à travailler au bar qu'en pub. Exact. Puis quand j'ai commencé à travailler en pub, j'ai repris des chiffres au bar finalement. Puis en travaillant au bar, j'ai eu l'idée de faire un Instagram au Tokyo Bar pour attirer du monde dans le club. Puis c'était très basic, mais dans le fond, c'était le début de ma carrière en médias sociaux. Fait qu'à 22 ans, j'ai créé Overground, qui était la première agence de marketing médias sociaux à Montréal. Puis en fait, ça a vraiment commencé de moi qui le fais pour le Tokyo Bar, puis que toutes les bars de Saint-Laurent, le Buonanotte, tout le monde m'approchait, puis ils disaient, viens faire ça pour nous. Fait que c'était comme la création de contenu, mais tu sais, c'était très basique au début. Fait que c'est ça. Je quittais le G2 pour partir en affaires à 22 ans. Avec mon associé, qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis, là, qui, lui, avait un gros background de e-commerce, puis moi, j'étais vraiment comme dans la création de contenu. Fait qu'on a eu cette agence-là pendant 12 ans. Ça a été un méga succès. Tu sais, on a commencé avec des petites business pour finalement, à la fin, on faisait le médias sociaux de tous les groupes Sport Scène, Taille Express, Under Armour, Canada. J'ai fait des contrats avec NFL, Fenty. Tabarnak. Ça allait super bien. J'avais 25 employés. Puis c'est drôle parce que les médias sociaux, tu sais, souvent dans toutes les émissions télé, la gossante des médias sociaux, mais tu sais, c'est une expertise. Puis maintenant, c'est un peu où est-ce qu'on est là, par rapport au marketing. Puis c'est une job ultra créative, tu sais. Puis je pense qu'on avait vraiment trouvé la balance entre la création de contenu qui est intéressant, engageant, puis aussi dans un retour sur l'investissement. Donc, s'assurer que nos clients, s'ils dépensent avec nous, je peux lui dire, OK, tu as dépensé ça par mois, mais voici ce que je t'ai redonné. C'était vraiment ça. Donc, ça a été super, super bon, notre agence. Puis, on a bâti une agence de marketing d'influence. Encore une fois, au tout début, c'était la première ronde du retour d'OD. Là. Puis, avec Jay du Temple. Là. Oui, Jay du Temple. Puis, on a eu l'idée de... Tu sais, on n'avait même pas appelé ça une agence d'influenceurs. On avait un client dans le temps qui s'appelait Liquid Nutrition. Tu sais, il faisait des jus. On avait un peu partout au centre-ville. Puis, on avait envoyé des jus à des filles qui avaient des gros Instagram. Puis là, ça avait marché. Fait que là, on avait décidé de partir de notre agence. Puis à l'époque, les gens qui sortaient d'OD n'avaient pas d'agence. Fait qu'ils étaient tous venus avec nous. On avait plein d'acteurs. Tu sais, c'était tout nouveau, le marketing d'influence. Fait que ça... Tu sais, je te dirais que Overground, ça a pris 10 ans à bâtir pour avoir des gros clients. 66 Agency, qui était notre agence d'influenceurs, ça a pris comme 3 ans, puis on avait des clients là, internationaux énormes. OK. Fait que business va super bien. Niveau, tu sais, je veux dire, j'étais ambassadrice Under Armour pendant 3 ans, juste en tant que sportive. Ambassadrice NFL. Je suis allée au Super Bowl. J'ai vécu des trucs fou dans la tête, là, grâce aux médias sociaux. Là, Puis à une époque où c'était moins mainstream, tu sais, là, je regardais la F1, tout le monde qui était invité. Moi, c'était comme pas rapport là, qui m'approche pour ça, mais j'étais vraiment au début de chaque chose. Je pense que ma vie, malgré tout, je suis attirée vers quelque chose à ses tout débuts, puis je continue là-dedans. Donc, les médias sociaux, ça a été un beau parcours, mais... Juste une petite parenthèse. Ouais. Tu réussis, parce que là, tu vis des choses folles. Ouais. Puis là, tu me parles de 25 employés, tout ça. Ouais. Est-ce que tu fais du gros cash? Tu te mets-tu de l'argent de côté un peu? Je te dirais qu'au début, absolument pas. Là. Quand j'ai décidé de me partir en affaires, je suis déménagée dans un appart à Saint-Henri avec 2 étudiants, puis je payais 200 pièces de loyer, puis je travaillais au bar pour pas avoir à me payer de salaire pour pouvoir vraiment me focusser sur l'entreprise. Mais je te dirais que ça a pris 1 an, puis on était capable de se payer. C'était pas énorme, mais on était capable de se payer. C'est intéressant que tu dises ça. On remettait tout l'argent dans l'entreprise. Donc, je me suis jamais fait un gros salaire, mais j'en avais pas vraiment besoin. Par contre, quand tu as une entreprise, quand il est venu le temps de m'acheter un condo, là, je suis allée chercher de l'argent. Tu sais, fait que j'avais les sous qu'il fallait. Fait que ça m'a quand même bien set up pour l'avenir, là, tu sais, je te dirais. Mais ce qui est fou, c'est quand la pandémie est arrivée, là, notre agence, là, elle roulait là, vraiment full pin. Puis là, disons, ça faisait 10 ans là, déjà que je faisais ça. J'aimais ça, mais je me posais des questions. La pandémie arrive,
Puis sur le coup, je me dis, ah, ça y est, c'est la fin du monde. On ferme la business. On dirait que j'avais une idée, peut-être qu'on ne pourra plus travailler. Tu sais, on ne savait pas s'il fallait se débarrasser. Mais on dirait qu'il y avait comme une sorte de... J'étais comme, ah, nice, je peux faire autre chose. Tu sais, on dirait qu'il y avait une sorte de... Soulagement? Ouais. Que j'étais comme, peut-être que je suis tannée. Mais... Passer à autre chose un peu? Ouais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, j'étais en entrepreneuriat quand... Au début, c'était pas populaire, puis c'est devenu extrêmement populaire. Tu sais, on me mentionnait dans les articles Nurse City, genre les filles cool, intéressantes à suivre. Tu sais, genre au niveau de l'ego, là, être boss girl, entrepreneur, c'était vraiment cool. Ouais. Mais à l'intérieur, est-ce que j'étais vraiment heureuse? Tu sais, c'était tellement difficile. Puis c'est tellement de pression être entrepreneur. Puis plus ton entreprise grossit, moins tu fais ce que tu aimes souvent. Tu sais, Ouais, c'est tu te ça. retrouves à gérer énormément de monde, Exact. de choses. Puis je commençais à me poser des questions. Tu sais, que j'étais comme... Ce qui est le fun avec les médias sociaux, c'est que je réussis à faire du travail créatif. Tu sais, je te parlais au début que j'aimais écrire ces trucs-là. Fait que, tu sais, j'écrivais des blagues sur le Twitter de la cage au sport. Tu sais, je m'amusais là-dedans beaucoup. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un monde qui existe ou est-ce que je peux juste m'amuser puis pas vendre des patailles, tu sais? Fait que, tu sais, fait que ça a commencé à trotter dans ma tête. Puis même mon associé, qui est une personne incroyable, on prend des conversations, puis lui était comme, je pense que si tu travaillerais pour une compagnie au lieu d'essayer d'avoir comme 20 clients, tu aurais plus de fun puis tu pourrais rendre tes idées plus loin. Tu sais, il voyait que lui, il voulait juste faire de l'argent. Tu sais, moi, j'avais vraiment comme une vision... J'aime réaliser mes idées. C'est plus important. Fait que niveau de est-ce qu'on faisait plein de cash, ça allait bien, mais quand tu remets tout le temps l'argent en entreprise, ce qui est tough aussi dans le service, c'est que plus tu grandis, plus tu as besoin de monde, constamment. Fait que c'est brûlant. Tu sais, tu es rendu à 25 employés, tu en as un par semaine qui dit que Coca-Cola veut qu'ils le veulent. Puis tu sais, j'étais vraiment, honnêtement, vraiment bonne en formation. On était une des meilleures agences de médias sociaux. Fait que j'étais tout le temps en train de me faire voler des employés qui sortaient... Moi, en plus... Genre, moi, je voyais quelqu'un là, qui travaille au Jean Coutu, leur Instagram était bon, puis je disais, veux-tu essayer quelque chose d'autre, genre? Tu sais, j'allais trouver des gens. Moi, mes 25 personnes, c'était diversifié, différents quartiers, différents. Tu sais, c'était vraiment les gens dans qui je voyais qu'il y avait du talent, puis je suis tellement fière parce qu'à ce jour, ces gens-là, ils ont des super belles jobs en prod, puis tout. Mais si moi, j'aurais peut-être pas vu qu'ils étaient capables de faire ça, peut-être que je ferais pas ça aujourd'hui, tu sais. Puis mon associé, lui aussi, tu sais, il a pas été beaucoup à l'école. C'était juste, on croyait, on jouait autour de nous, puis on fonçait. Fait qu'on les formait vraiment bien. Fait qu'on était, pendant la pandémie, les médias sociaux, ça a comme explosé. Fait que justement, j'ai eu cette réalisation-là de, je suis plus sûre, j'aime ça. Puis là, tout à coup, on est plus en demande que jamais. Puis c'est un drôle de truc, parce qu'à ce jour, les gens me disent, c'est mon rêve dans ma business, nanana, mais comme, quand t'es dedans puis que ça va bien, l'idée d'arrêter, c'est comme pas de bon sens. Tu peux pas. Tu sais, ben non. Puis t'as comme des gens qui travaillent pour toi, t'as tes clients. On dirait que c'était comme, ben non, ça se peut pas, tu sais. Puis pendant la pandémie, mon associé, sa copine, elle a su qu'elle avait son 3e cancer. Fait que là, lui, il peut plus venir au bureau. Fait que je me retrouve vraiment toute seule. Il y a un côté de moi que, pour elle, on dirait, genre, ça me motive à travailler parce que je trouve ça important qu'elle n'a pas à s'inquiéter, tout ça, tu sais. Puis comme mon associé était présent, mais moins. On a même, tu sais, moi, j'avais un plus gros salaire. On a eu des discussions. Mais en plus, c'est que je me retrouvais vraiment seule, tu sais. Puis je m'étais embarquée là-dedans en partenariat. Là, je suis seule. Tous tes employés ont un groupe chat pour dire qu'ils taillissent, puis t'es comme, oh my God. C'est comme, pourquoi je me fais ça? C'est la pandémie, c'est la fin du monde. Les employés disent qu'ils taillissent, toi? Ah ouais, là, tu sais, mais c'est drôle parce que je parle à beaucoup d'entrepreneurs, puis c'est comme, ça va tout le temps être ça, là. T'es la méchante, là. Puis je pense des fois, en plus, être une fille, tu peux pas être rough, tu peux pas, tu sais. Ouais, je pense que c'est plus ingrat. C'est pas encore équitable, ouais. Ouais, peut-être. Mais tu tombes là-dessus, qu'un employé te met au courant qu'il y a ça, puis tu tombes là-dessus, genre? Ouais. Okay. Puis... moi, j'ai eu du sort. J'ai eu une employée qui a essayé de nous voler. L'agence de marketing d'influenceurs en cachette, elle recodait le site, puis elle nous volait les influenceurs, puis il a fallu que je fasse une mise en... J'ai vécu des choses là, en tant qu'entrepreneur, qu'à ce jour, on en rit, puis on est comme, hey, tu sais qu'on a passé à travers ça? Puis tu sais, j'avais genre 24, 25. Comme maintenant, de penser à ça, je suis comme, c'est complètement fou. Tu sais, c'était beaucoup de pression. Mais ce qu'on bâtissait, c'était comme du jamais vu, c'était incroyable, c'était vraiment le fun, on avait des beaux clients. Fait que ça a été vraiment un trip. Niveau égo, tu sais, c'était cool. Mais tout ça pour dire que pendant la pandémie, la ville offrait un genre de support psychologique pour les entrepreneurs. J'avais pris ça. Je sais pas si c'était un vrai psychologue ou genre un gars étudiant, mais il était super cool. Puis on se parlait une fois par semaine, tu sais.
Puis j'ai commencé à y partager En Zoom, genre, ou en au FaceTime? téléphone, je pense. Je me rappelle même pas de quoi qu'il avait l'air. Fait que je pense qu'on parlait au téléphone. Puis je commençais à y partager comment je me sens, puis tout. Puis ça faisait juste du bien d'être valorisée. Tu sais, que c'est difficile ce que je vis puis ce que je fais. Mais on dirait que j'ai tout le temps été quelqu'un que je vais être comme, ouais, mais il y en a que c'est pire, puis je suis chanceuse, puis ta. Puis je continuais, puis on se parlait. Puis éventuellement, je lui ai dit, hey, tu sais quoi, je pense que je vais mettre un ultimatum. Je vais me dire, dans 6 mois, si je trouve pas comment faire fonctionner cette compagnie sans que ça soit autant sur mes épaules, tu sais, comme où est-ce que je peux le regarder d'un œil extérieur, je suis prête à investir des sous, je suis prête à... Mais si dans 6 mois, c'est pas ça, j'arrête. Je tire la plug. Ouais. Puis je me rappelle même pas si j'ai dit à mon associé. Mais mon associé est tellement compréhensif, tu sais. Même avec les employés, il était tout le temps capable de dire, OK, il y a mon côté boss, puis il y a mon côté, je veux que le monde soit heureux, tu sais. Fait qu'il était tout le temps capable. Fait que peu importe ce que j'allais décider, puis lui, il savait dans sa situation qu'il peut pas vraiment décider parce qu'il était pas très présent. Mais ça va comme ça. Fait que ça me pousse à prendre des décisions. Donc, on n'avait jamais payé quelqu'un, tu sais, un vraiment gros salaire, mais on se dit, OK, on va investir dans un directeur des opérations. Puis là, on embauche la directrice des opérations. Elle commence à tu sais, poser des questions à chacun des employés. Mais elle venait me dire après, puis j'étais comme, je me sens comme, tu sais, dans Jimmy Fallon, quand il lit les mean tweets, là, genre, je suis comme, c'est quoi les solutions? Tu sais, genre, à part me dire que tout le monde n'est pas content, comme quand est-ce que tu vas faire de quoi? Tu sais, fait que j'étais comme, OK, tu sais, ça me fait plus de mal que de bien. Puis, tu sais, ça a pris 3 mois, disons, de trouver cet employé-là. Puis là, on travaille ensemble. Puis éventuellement, un matin, on était censé faire une révision avec un employé salarial et tout ça. Puis dans l'appel, j'ai juste dit genre, est-ce que tu as regardé la feuille avec elle? Puis il m'a appelé après. Puis juste le fait que j'avais posé cette question-là l'avait vraiment offusqué. Puis elle était comme, tu me parleras pas de même devant les employés, Puis là, j'ai appelé mon associé. J'ai dit, comment qu'on arrête? Je suis plus capable. Puis ça a tombé que c'était exactement le jour du 6e mois que j'avais dit que Puis c'est drôle parce que j'ai parlé au thérapeute le même jour. C'est-tu un hasard tant que ça ou tu t'es... Tu sais, comme quand tu dis, il me reste 3 minutes à patienter avant de pouvoir aller pisser. Puis on dirait que quand, tu sais, mettons, tu le sais que tu arrives chez vous. Là. C'est comme s'il y avait une cloche, peut-être. Puis, tu sais, je m'étais vraiment mis à écrire dans un journal, là, puis tout ça, à cette époque-là. Fait que j'ai vraiment, tu sais, des notes de j'ai dit ça à ce moment-là, puis tout ça. Mais peut-être, tu sais, peut-être qu'il y avait un genre de timer dans ma tête. Puis là, j'ai appelé mon associé, puis je dis, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne nos clients, on va avoir l'air con? Il dit, ben non. Dans tous nos contrats, on a un 30 jours. On leur dit qu'on a 30 jours puis qu'on ferme, puis il n'y a pas de problème. Là. Puis il a été super réceptif à ma décision. Je pense que lui aussi était soulagé. Peut-être qu'à quelque part, justement, c'est une business qui fonctionnait tellement bien. On est dans le prime time, puis à la limite, mais si on aurait cette business-là maintenant, on serait encore plus successful, je te dirais. Mais on a vécu quelque chose de le fun, on a créé quelque chose de le fun, mais ça avait fait le tour. Puis c'est drôle parce qu'à ce jour, le monde dit qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça a été un super beau chapitre de ma vie. C'est juste qu'à un moment donné, tu dis, je me levais tous les jours, puis en plus avec la pandémie, à me dire, OK, ça va-tu être ça? Comme je vois trop qu'est-ce qui va se passer demain, puis après-demain, puis après-demain, puis genre, j'ai besoin de recommencer. Je comprends. Tu sais? Ouais. Puis c'était la première fois que j'avais une job aussi longtemps, tu sais. Est-ce que tu... puis là, j'ai l'air d'un gars qui est focusé que sur l'argent. Non. Mais tu dis... on se paye des salaires, mais on réinvestissait tout. Mais quand tu as tiré la plug à la compagnie, t'as-tu pu un peu... Là, tu sais, la compagnie se vide, fait que les comptes se vident aussi. T'as-tu pu avoir un peu de cash de ça? Ben oui. Un coussin? Ben oui. Okay. Un bon coussin. Okay. Un très bon coussin. À la limite, ça m'a fait pourquoi j'ai pas fait ça avant. Parce que, ben, en fait aussi, c'est qu'on était rendu à prendre une décision, justement, comme je te disais, les gens venaient nous chercher, nos employés, tout ça, puis leur offraient des salaires, là, qu'on était comme, ils viennent de sortir de l'université, comme, pourquoi? Ça n'a pas de sens. Mais il y avait tellement un manque de main-d'œuvre qu'eux, ils pouvaient payer tant, puis pas nous. Fait que maintenant, on s'est posé la question, on va vider notre compte de banque, à payer des employés qu'on forme, ça fait pas de sens. Qu'on se fait voler, nous. Qu'on se fait voler, puis plus on a de clients, plus on a besoin de monde. On dirait qu'on voyait plus, tu sais. Puis on parlait beaucoup des fois de se vendre, de se partir à une business e-commerce facile, là, qu'on peut être 3, puis tu sais, qu'on fait juste vendre plus de produits, puis qu'on n'a pas besoin de plus de monde, tu sais. Puis on va sûrement le faire un jour. Lui, il le fait en ce moment. Mais oui, non, ça fait un très bon coussin. Puis justement, je suis tellement fière de moi parce que ça me permet aujourd'hui de choisir ce que je veux faire dans la vie. Tu sais, de vraiment, quand je suis malheureuse ou quand je chiale, je me dis, hey,
C'est toi, tu choisis d'être ici. Personne qui te force. Ça, c'est ta décision. Ce coussin-là existe encore? Oui. OK. Oui. Oui. Je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup de sous, merci à ma mère. Fait que, oui, ce coussin-là existe encore. Puis ce qui est fou, c'est qu'à partir de cette décision-là, j'ai décidé de quitter Montréal. Parce que là, je me retrouve pas de job. Chez nous, j'ai rien à faire. Je veux trouver ça va être quoi le reste de ma vie. Tu sais, j'ai pas le goût de rien faire. Au contraire, j'ai hâte de savoir c'est quoi le prochain chapitre. Je pense que l'humain, on est tous un peu comme ça. On veut tout le temps savoir c'est quoi. Fait que des fois, on essaie de le forcer, mais on peut pas savoir. Tout ça pour dire que, honnêtement, ça a pris 1 mois. On a un photographe qui a décidé de louer notre studio. Tu sais, quand tu prends une décision, on dirait que la vie s'organise pour toi. Ouais. Là. Des fois, ça déboule. Ça a été fou, là. Mon appartement, il y avait un couple d'amis qui se faisaient refaire leur maison, demandaient s'ils pouvaient le louer. J'ai vendu tous mes meubles, mon appartement, puis j'ai dit, OK, faut que je m'en aille à quelque part. Puis, dans ma tête, tu sais, je te parle d'intuition, j'avais tout le temps un petit coup de je veux travailler en humour, mais je sais pas comment. Je suis obsédée par. Quand tu dis en humour, cette industrie-là ou sur scène, faire performer? C'est drôle de me lancer. Vraiment, c'était l'industrie, puis je comprenais pas aussi c'était quoi les jobs de l'industrie. Puis j'étais obsédée par Judd Apatow, qui a écrit beaucoup de films, là, comme This is 40. C'est comme le meilleur ami à Adam Sandler. Puis Judd Apatow, c'est connu qu'il a fait du stand-up, mais il n'a jamais été bon. Mais finalement, c'est lui qui fait vivre tous ses amis grâce à ses films, puis sa compagnie, puis tout ça. C'est lui qui a parti la carrière à Seth Rogen et tout ça. Puis en fait, moi, cette obsession pour l'humour, elle n'est pas partie à travers écouter du stand-up, elle est partie à travers écouter SiriusXM Howard Stern, qui faisait ce genre d'entrevue à la podcast avec des humoristes. Disons, il parlait à Chris Rock pendant 2 heures. Puis la vulnérabilité avec laquelle les humoristes s'exprimaient, c'était quelque chose, je suis comme, en fait, du monde qui disent les vraies affaires. On dirait que j'ai tellement vécu dans le paraître puis tout ça. Quelqu'un qui parle de ses défauts d'une façon tellement... tu sais, que ce soit pour faire rire, mais même tu sais, là, c'était en podcast, fait que c'était pas nécessairement pour faire rire. Tu sais, Chris Rock racontait qu'il a trompé sa femme, puis toute cette histoire-là. Puis pas dans le contexte de son special, vraiment dans le contexte humain. Puis j'étais comme, c'est tellement intéressant. Puis ça m'a fait... J'ai envie d'être entourée de ces gens-là qui sont vrais. J'ai envie d'avoir ces conversations-là. Tu sais, à ce jour, mon activité préférée, c'est d'être dans un diner après un show puis de jaser. Comme j'adore écouter du monde dire des histoires. Du monde drôle, c'est encore mieux. Fait que j'avais cette idée-là dans ma tête. Je savais pas comment. J'arrêtais pas d'écouter des podcasts. Ils parlaient du Comedy Store. J'étais comme, OK, je sais pas. Tout à coup, un de mes amis qui vient de Montréal, qui vit à LA, vient passer un week-end. Ça donne qu'il me texte. Puis là, moi, je suis en mode, là, je suis après vider mon appart, je sais pas encore où je m'en vais. Genre, j'ai déjà loué, mais il faut que je sache c'est quoi mon avenir. Cependant, j'ai un coussin. Donc ça, j'ai un coussin. Puis non seulement ça, on avait gardé un client qui était très facile à gérer, qui nous donnait des salaires. Ce qui était particulier aussi, parce qu'on disait, hey, on fait plus d'argent en n'ayant pas d'employés puis en travaillant très peu que quand on gérait une business. Ça a quand même nous a fait réaliser qu'on aurait pu peut-être faire ça autrement. Mais je savais que j'avais un coussin, que j'avais cette chance énorme. Je suis célibataire, je suis libre. Là, on est rendu en début... on est en quelle année précisément? J'ai le goût de dire 2022, je pense. Comme vraiment l'été... Parce qu'on a fait 1 an de pandémie vraiment avec la compagnie. Puis là, c'était l'été 2022 où est-ce que là, on pensait que c'était correct. Hein? On savait pas trop. Fait que ça, puis là, on va déjeuner, moi puis lui. Puis ton ami qui vit à LA. Qui vit à LA. Son nom, c'est Mo Jeudi Lamour. Je sais pas, j'ai gêné de le dire, je l'adore. Puis lui, il était dans Ted Lasso. Il était le gardien de but. L'émission de soccer de Jason Sudeikis. Puis Mo, il a tellement une belle histoire. Comme il croit tellement en lui, son parcours là-dedans est vraiment cool, tu sais. Puis on dîne ensemble, puis je dis, tu sais, j'aime l'humour, je sais pas ce que je vais faire. Il dit, faut que tu viennes à LA, tu vas tellement réussir là-bas, là, t'as tout ce qu'il faut pour réussir. Puis je dis, mais comment je fais ça, tu sais? Puis il me dit, donne-moi du temps, tu sais. Puis là, il me rappelle, puis il dit, hey, nous, on va filmer au UK 3 mois pour la saison 3. Pourquoi tu commences pas par louer mon appart 6 mois, tu sais? Fait que je fais, OK, parfait, on fait ça. Mais tu sais, il y a du temps qui passe. J'avais passé du temps au Mexique. Parce que là, je te parle de, comme justement, mon changement de vie. Avant ça, j'ai eu des relations. Mais c'est comme si j'avais jamais l'impression que la personne
tu sais, comme dès qu'elle avait une opportunité, elle me laissait. Je me faisais laisser beaucoup. J'ai l'impression que je suis le genre de personne que j'étais fonceuse. Tu sais, j'aidais les gens à les motiver, mes chums à se rendre à quelque part, puis éventuellement, ils étaient comme OK, ben j'ai fini. Tu sais, Merci beaucoup. ouais. Puis c'est quelque chose qui m'arrivait beaucoup. Toi, tu vises, Ouais. pour apprendre à te Ouais. connaître un peu Ouais. dans tes relations. Ouais. T'es-tu quelqu'un qui aime s'engager rapidement ou t'es bien avec juste fréquenter des gars ou t'aimes vite être en relation puis que ça soit plus sérieux puis Je pense que je cherchais à ce que ça soit sérieux parce que je voulais tellement être choisie, mais j'étais tellement people pleaser, puis j'étais comme j'entendais les gars se plaindre des filles gossantes, fait que je voulais pas être gossante, fait que tu sais, on dirait que c'est peu importe ce que la personne voulait, je m'adaptais à ce qu'il voulait. Puis tu sais dans le fond, j'étais pas heureuse là-dedans. Des fois, je me retrouvais en relation vite avec quelqu'un que j'avais rien en commun dans le fond là. Puis aussi, tu sais, je t'ai dit, j'étais barmaid, tout ça, je faisais quand même beaucoup la fête. Fait que je te dirais que les relations que j'ai eues, on dirait que notre plus gros point en commun, qu'on était bien autour d'amis, dans des parties, mais après, je me disais, on parlait-tu vraiment de quelque chose? Tu sais, on avait-tu vraiment des points en commun forts? Pas qu'on faisait juste la fête, mais on dirait que c'était comme là-dedans qu'on se rencontrait souvent. comprends. Les premières dates, c'était un drink. Puis ça, je ne l'ai pas mentionné, mais quand j'ai fermé mon entreprise, j'ai dit, OK, ça fait 10 ans que je fais les choses un peu, que je laisse la vie aller aléatoirement. Ça a super bien été. Tu sais, mon people-pleasing m'a mené loin dans la vie. Mais là, j'ai le goût de faire tout avec intention. Je veux pas tomber dedans, je veux pas être victime, je veux choisir, je veux que ça soit ma décision. Donc, j'ai décidé aussi d'arrêter de boire de l'alcool complètement. Je savais pas si c'était 1 mois, je savais pas si c'était... Puis là, on arrive à 5 ans. ça tient toujours. Ouais. Wow. Parce que ça a changé ma vie. Problème avec l'alcool? Je te dirais pas, non. Je veux dire, aucun de mes amis aurait dit que j'avais un problème, même que quand j'ai arrêté de boire, ils me trouvaient donc plat. Ben là, tu vas recommencer. Tu sais, c'était comme, c'est plus le fun quand je bois, tu sais. Mais moi, je trouvais que je buvais trop, tu sais, comme on faisait la fête, tu sais, j'étais à Bishop, là. Le binge drinking, c'est comme la culture de l'université, là. On perdait au soccer, puis c'était win or lose, we still booze, là. Tu sais, c'est ça le vibe de Bishop. Puis, autour de moi aussi, tu sais, fait que on dirait que ça faisait partie du côté social, mais j'avais envie de vivre autre chose, tu sais. Fait que c'était pas... Oui, quand on faisait la fête, j'aimais vraiment faire le party, mais je buvais pas souvent. Comment dire? Mais par contre, ça m'amenait énormément de feelings dépressifs. Puis je suis pas quelqu'un... Je suis quelqu'un qui est très positif puis qui essaye, mais en fait, c'est énormément de travail, je trouve, être positif. Tu sais, je sais pas. Souvent, j'essaie de l'expliquer aux gens, c'est comme... Je m'entraîne parce que je sais que c'est important, mais je traîne mon mindset aussi pour être positive. Tu sais, c'est pas juste comme ça m'arrive pas par hasard, là, tu sais. Je comprends. Puis on dirait que l'alcool... Il y a du travail derrière ça. Oui. Moi aussi, en fait, Oui. moi aussi. Je Oui. suis plutôt ténébreux. J'ai plus tendance à voir des fois le verre à moitié vide qu'à moitié plein, puis il faut que je me... Je me motive. Ouais. Ouais. Puis je pense que le sport m'a beaucoup aidé là-dedans. Tu sais, c'est drôle, des fois, tu vas faire un cours de spinning, puis t'es qu'on dirait qu'elle me fait un speech de motivation. Mais on dirait peut-être j'en ai tellement fait maintenant qu'ils m'ont rentré dans la tête, puis qu'à un moment donné, t'as plus confiance en toi, mais que c'est important, tu sais. Puis justement, j'ai l'impression que je travaille assez fort pour croire en moi, puis en ces pensées positives-là, puis tout ça. Puis c'était comme si l'alcool me m'amenait vers penser encore plus à toutes les mauvaises choses qui pourraient arriver, tu sais. Puis ça, je te dirais que, parlant de mes parents, tu sais, eux, ils ont beaucoup grandi dans le mode survie. Ils ont travaillé fort pour bâtir la vie qu'ils ont, mais ils voulaient la protéger. Ce qui a créé un genre de mentalité de on faut tenir vraiment proche à nos affaires, puis il faut regarder toutes les choses négatives qui pourraient arriver. Mais des fois, tu te dis, coudonc, si on pense juste au négatif, un moment donné, on le crée dessus, tu sais, je sais pas, on dirait... Fait que oui, j'ai tendance à aller là si je veux, je suis capable. Qu'on dirait que je me ramène tout le temps, mais que l'alcool, je me voilais là, 3 jours plus tard, juste encore être de mauvaise humeur, tout ça, puis j'ai dit non, comme j'ai le goût d'essayer quelque chose de différent. Puis aussi, je savais que je m'en allais voyager seule. Fait que je me disais d'un coup que c'est juste le temps des voyages, whatever, on va essayer quelque chose de différent. Fait que là, j'avais comme skippé, mais fait que je prends cette décision-là. À ce moment-là, je suis célibataire. Puis une pensée qui vient dans ma tête, puis je suis comme, mais tu sais, moi, je veux une relation à long terme. C'est quand même quelque chose, je veux un partner de vie. Puis j'ai jamais eu ça. Tu sais, ça faisait 10 ans, je pense que j'avais pas dit je t'aime à un copain ou vice-versa, là. OK. Tu sais, vraiment, là. Fait que c'est quelque chose... Fait que t'étais dans des relations, mais t'étais pas amoureuse. Non. C'était pas... Non, exact. Mais tu considères... On se rendait pas là. C'était comme...
on se fréquentait. Tu sais, mes relations allaient en 3 mois, puis 1 an. Puis éventuellement, c'était comme, ah, là, c'est fini, tu sais. Puis j'avais l'impression que tout le long de la relation, je travaillais sur être facile à être avec au lieu d'être vraiment moi-même. Tu sais, même des fois, je me disais, est-ce qu'il m'a comme connu, cette personne-là? Ou, tu sais, Ah ouais. comparé aux relations que j'ai justement, comme celui avec qui j'étais en business, vie, que comme il me connaît comme c'est mon frère, là, ce gars-là, mais j'ai pas l'impression que mes chums me connaissaient comme ça parce que j'étais tellement en représentation, peut-être, ou je voulais tellement être la personne qu'ils veulent Est-ce que tu étais que quand j'étais pas même moi-même. Mhm. heureuse ou c'est sûr que personne reste dans quelque chose qu'il sait qui est profondément malheureux, Ouais, mais avec du recul, ouais. t'étais-tu quand même bien dans ces relations-là ou non? Je te dirais que majoritairement, non. J'ai eu des relations vraiment difficiles, comme avec des chums jaloux qui me jugeaient. Puis chaque relation, justement, mon oignon, là, il faisait juste ajouter des couches que là, il m'a acheté une autre insécurité. Là. Il m'a dit, là, je vaux rien. Ou, tu sais, à cause j'ai été barmaid. Ou, tu sais, comme il me donnait des raisons de penser que je vaux rien. Puis plus j'étais célibataire, puis que je voyais mes amis bâtir leur vie, plus j'avais de la misère à pas y croire que je valais rien, là, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment difficile, mais évidemment, je voulais pas que ça paraisse. Fait que je disais, non, moi, je suis le genre de fille, comme, je suis cool, ça me dérange pas, je focus sur ma carrière. Tu sais, le nombre de fois que tu te fais dire, t'es intimidante, puis t'es comme, yo, sérieux, là. Genre, tu sais, ça m'aide pas de me faire dire ça, là, tu sais. Fait que, est-ce que j'étais heureuse dans les relations? Non. C'était juste du travail. C'est comme si, puis, tu sais, peut-être que ça se rapporte, tu sais, comme à mon enfance, certaines façons de prouver pour être aimé ou de genre, d'avoir un genre de je me sentais souvent comme si je marchais sur des œufs, puis toutes mes relations, je me suis sentie comme ça. Fait que, tu sais, c'est que mes parents, ils en prenaient tellement que c'était stressant ce qui se passait autour de nous. Fait que tu voulais pas prendre trop de place ou déranger, puis quand tu le faisais, c'était pas exprès, mais ça arrivait pareil. Mmh. Puis j'ai réalisé par la suite que dans toutes mes relations, je me sentais comme ça, qu'il fallait pas que je fasse une erreur, fallait pas que je sois désagréable. Fait que je me perdais un peu là-dedans. Fait que est-ce que j'étais heureuse? Quand j'étais en relation, j'étais stressée. Puis quand j'étais célibataire, je me levais dans la nuit puis je disais, oh my God, genre 30 ans, je suis célibataire, je veux être seule pour toujours, là. Tu sais, genre, ça me faisait de la peine. Je me réveillais avec de la peine. Fait que c'était vraiment quelque chose qui me manquait. Mais est-ce que c'est parce que personne me prenait au sérieux ou personne ne voulait être avec moi? Tu sais, encore une fois, si on parlait tantôt de confiance en soi, c'était l'idée que je me faisais dans la tête. Puis aussi, qui je cherchais comme partenaire pour que leur opinion de moi soit valide pour moi. Mmh. Peut-être que j'allais vers quelqu'un qui s'en foutait de moi pour prouver que je vaux quelque chose. Tu sais, on dirait qu'il y avait comme cet effet-là que je recherchais. Mais c'est un peu triste Ouais. quand même, puis je veux pas... Ben oui. Là, tu as de l'air... puis je suis sûr on arrive vers d'autres choses, mais c'est un peu triste de faire le constat que pendant 10 ans, tu étais dans des relations où tu n'as jamais pu être toi-même Mhm. ou être comblé profondément ou être... Vraiment, mais j'ai été seule beaucoup dans ces années-là. Puis finalement, seule, je pense que j'étais mieux, mais il me manquait quelque chose. Puis en relation, ouais, j'étais pas bien. Comme je voyais que c'était tellement de travail que genre, ça me brûlait. Fait que j'étais comme, c'est ça que le monde triple là-dessus? Je comprends pas. Tu sais, Ouais, c'est ça. mais dans Mais les... c'est pas normal d'être stressant. Ben non. C'est pas normal que... Tu sais, c'est supposé d'apporter une relation. Ben là. oui. Mais on a tous été... C'est tout le temps Ouais. plus facile avec du recul. Ben oui. Moi, j'ai des relations... je veux pas que les gens se reconnaissent nécessairement, mais Ouais. c'est ça, des fois, avec du recul, tu fais comme... Ouais, Chris, rien n'était le fun. Ouais. Rien marchait. Ah ouais. Pourquoi j'étais si hypnotisé par cette personne-là? C'est, en tout cas, c'est plus facile avec du recul de faire le constat. Complètement. T'arrêtes l'alcool. Ouais. Tu décides de partir à LA. En fait, avant d'aller à LA, parce que l'appart était juste libre en janvier, je suis partie au Mexique 3 mois. Puis Seul? seule. Ouais. Barnac. À Tulum, avant que là, c'est vraiment trendy, là, mais avant, c'était très hippie là, quand je suis allée. Je décide d'y aller toute seule. Hey, c'est drôle, c'est la première fois que je louais sur Airbnb. Puis j'ai loué un endroit qui avait l'air merveilleux, mais dans le fond, il avait juste mis des photos de l'extérieur, puis c'était carrément comme un petit carré là, dans un building de condo où est-ce que j'avais accès à la piscine, etc. Mais j'arrive là, puis je suis comme, je vais pas vivre ici 1 mois et demi. Là. Le premier soir que j'arrive à Tulum, je vais dans un restaurant, je me fais voler mon sac avec mon portefeuille, mon téléphone. Je rentre par la fenêtre pour retourner chez moi.
Le lendemain, je suis dans l'appart, il fait noir, il pleut, je pleure, j'appelle mes parents, je suis comme, faut que je retourne au Québec, là, ça n'a pas de sens. Puis ma mère, tu es comme, ben oui, là, ça n'a pas de sens. Mais on dirait que je parlais avec des amis, puis ils étaient comme, je sais pas, tough, là, voir qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est ce que j'ai fait, puis c'est drôle. Tu sais, pas de téléphone, rien, tu réalises, hey, j'ai besoin d'une lampe de poche, j'ai besoin. C'est quoi les essentiels pour me retrouver à Tulum? Genre, j'ai jamais été ici. Puis c'est vraiment niaiseux, mais de plus avoir de musique, de plus avoir comme rien. J'avais mon ordi, là, fait que j'étais capable de travailler ou faire, pas travailler, j'avais pas de job, mais de communiquer ou trouver des choses. Mais c'était comme vraiment retour aux bases, là. Puis je marchais des heures et des heures sans musique ou rien. Puis on dirait que c'était la première fois dans ma vie que j'écoutais mes pensées, puis genre, je les vivais. Okay. Tandis que ça m'a fait réaliser que quand j'étais à Montréal, j'étais rendue en mode genre, OK, un podcast, OK, on sort du char, OK, tout le temps connectée pour pas être toute seule avec ma tête parce que j'avais tellement d'anxiété. Puis j'ai vécu ce moment-là, pas de téléphone, quasiment comme 3 semaines. Puis là, j'ai commencé à être bien là-dedans. Puis finalement, j'ai déménagé dans un hostel où est-ce que j'ai rencontré une amie, puis elle avait un téléphone. Puis il me restait encore... Attends. Non, j'étais peut-être une semaine, j'ai resté dans cet appart-là qui était minuscule. Puis après, je me suis trouvé un hostel où déménager, où est-ce que c'était vraiment cool, là. C'était des gens de partout dans le monde qui venaient puis qui travaillaient de là. Puis j'ai rencontré une fille là, de Montréal qui m'a donné un téléphone. Puis on a développé une belle amitié. Puis de ce hostel-là, quelqu'un m'a connecté avec une amie qui vivait à Tulum qui m'a offert, en échange de mes services de médias sociaux, son condo à Tulum. Fait que finalement, j'ai habité là gratuit 1 mois de plus. Puis en arrivant à Tulum, bon, je bois pas tout ça. Puis j'écris beaucoup, puis je suis vraiment dans cette quête spirituelle, là. T'écris quoi? Un journal intime? Oui, toutes mes journées, comment je me sens, qu'est-ce que je recherche, comme je suis vraiment comme en développement personnel. Toutes sortes de choses qu'avant, là, je trouvais ça pathétique. Là, je me suis foncée là-dedans. Là. Je suis comme vraiment, qu'est-ce que je veux? J'ai commencé à écouter un podcast que je suis tombée là-dessus par hasard, qui est justement sur, genre, manifester, puis ce genre de choses-là. Puis c'est drôle parce qu'en étant à Tulum, il y a beaucoup de spiritualité. Fait que on dirait que ça me mettait dans un bon mindset, puis j'avais beaucoup de temps pour réfléchir à ça. Puis à Tulum, je rencontre un gars dans un café. Il vient de Vancouver, super beau gars, là, que j'aurais cru, genre, il va regarder mon ami, il va pas me parler, tu sais. Puis tout de suite, il est venu me parler. On commence à jaser. Lui aussi, il boit pas d'alcool. Fait qu'il dit, on pourrait aller faire une ride à vélo ou quelque chose comme ça. Fait qu'on a une première date tellement incroyable que je me suis dit, mais j'ai jamais daté avant, dans le fond. Comme, on dirait que je me suis sentie comme... Ça, c'est une vraie date. T'sais, on est allé en vélo, on a parlé 4 heures de temps. Puis lui aussi, c'est quelqu'un qui était très connecté dans le mindset et tout ça. Fait que chaque fois que je disais « Ah, ça, j'aime pas ça » ou quelque chose comme ça, il me posait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Puis c'était comme si j'avais jamais vécu ça. C'était comme si c'était complètement différent de tout ce que j'avais vécu. Puis à ton point, avec du recul, j'étais comme « Mais voyons, qu'est-ce que j'ai vécu? C'est quoi je faisais avec mes chums avant ou quoi que ce soit? » tu sais. Fait qu'on connecte... comme on connecte. Là, on commence à se fréquenter. Mais j'avais quand même commencé à faire, tu sais, justement, à vivre avec intention, puis à faire des listes de comme qu'est-ce que je recherche. Puis, tu sais, avant, tu me disais, genre, la personne que tu es, est-ce que tu cherches une relation à long terme, etc. J'étais comme, oui, c'est ça que je voulais. Puis là, j'étais plus vraiment willing de m'adapter à ce que la personne voulait. Puis en ayant des conversations avec lui, tu sais, je voyais qu'elle allait pas changer sa vie pour qu'on sorte ensemble ou voyager le monde ensemble. Puis changer sa vie. Ben lui, excuse-moi, lui, il avait tous des business en ligne. Fait qu'il voyageait beaucoup. Là, il vivait au Mexique. Le mois d'après, il allait ailleurs et tout ça. Fait qu'on avait cliqué, mais on dirait que je me disais non, comme c'est juste un pont vers quelque chose. Lui, il m'a montré que je peux avoir une relation différente. Puis, tu sais, c'était complètement, comment dire, il était très authentique, très vrai. Tu sais, je me sentais pas amadouée par ce gars-là. Tu sais, comme on se disait tout. Comment qu'on sentait, où est-ce qu'on est rendu, Puis, pour la première fois, je m'inventais pas une vie avec lui que j'étais comme, OK, ben là, je vais tout mettre mes plans de côté pour te suivre ou quelque chose comme ça. Tu sais, j'étais comme, OK, non, on a vécu de quoi? C'est le fun d'avoir cet ami-là, mais là, je sais que je m'en vais aller. Fait que pourquoi bâtir quelque chose? Qu'on a eu une relation, une conversation à ce sujet-là. Puis, ça a comme clos. On dirait que tu penses de son côté, il pensait que ça allait se poursuivre. Mais moi, quand je ferme la porte,
C'est comme C'est si fini. j'ai décidé, genre, non, c'est fini. C'est ça. Mais après, j'ai vraiment eu un recul que c'était la première fois que j'étais comme, oh non, mais je suis contente de l'avoir vécu. Je trouve pas que c'est un autre, failure. Tu sais, j'étais comme, OK, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment spécial, mais il manquait ci, ça. Mm. J'ai commencé à être vraiment, vraiment spécifique, genre, sur ce que je recherchais. Ben, je trouve ça beau Hein. vivre avec intention. Oui. Je sais pas si ça vient de toi ou si c'est quelque chose qui est très courant, mais je trouve ça quand même. Tu me fais réaliser que je vis pas toujours avec intention. Ouais. Mais bref. Mais je pense qu'on le fait tous, là. Puis je trouve aussi dans la quête vers l'amour, tu sais, ça a l'air gênant de faire une liste de qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu recherches, mais moi, je trouve que le travail et l'amour, c'est un peu une même énergie de comment tu approches les deux situations, des fois. Puis si t'es pas clair sur ce que tu veux, ou que tu dis, ah non, je sais que c'est ça que je veux, ah, mais sur le chemin, il y a d'autres choses, mais là, tu sais, ça va prendre plus de temps de te rendre à où est-ce que tu veux, si t'es distrait, tu sais. Ouais. Je fais le temps la blague, je suis comme, j'aimerais donc ça que ce que je veux, c'est genre un gars qui a une Lamborghini jaune, genre. Parce que là, je pourrais juste attendre derrière le concessionnaire, puis un moment donné, je vais en pogner un, tu sais. Mais genre, c'est plus profond que ça, ce que je recherche. Il faut que je sois vraiment spécifique, là, tu sais. Mais jusqu'à quel point, je suis curieux de savoir. Ouais. Tu sais, comme là, mettons, lui, ça avait de l'air assez clair que bon, ça, c'est un tremplin vers autre chose. Mais avec lui, tu as découvert que c'est une relation qui est plus saine que ce que tu connaissais. Ouais. Mais jusqu'à quel point tu vas spécifique dans qu'est-ce que tu recherches chez un gars? Parce que je vais donner un exemple. Moi, pour une fille, ça peut donner que peut-être que je ne vis pas assez avec intention, mais avec telle fille, ce qui me charme de cette fille-là, c'est telle affaire. Ouais. Puis avec telle autre fille, ce qui me charme, c'est complètement telle autre affaire. C'est pas toujours commun et fixe que il y a des affaires que j'aime. Tu sais, un bon sens de l'humour, ça me plaît tout le temps. Mais après, ça peut être variable un peu. Je réalise, c'est l'énergie d'une personne qui me charme, puis c'est une autre énergie d'une autre personne qui me charme. Jusqu'à quel point tu es précise dans ce que tu recherches chez un gars? Je te dirais que tout d'abord, ça a été l'aspect de la compatibilité. Genre comme je te dis, je sortais d'être le genre de personnalité que je veux fitter dans tout ce qu'un gars veut. Puis après, c'est d'accepter, hey, ça n'a pas marché, c'est pas parce que je vaux rien ou je n'étais pas assez bonne ou pas assez belle pour qu'ils tiennent à moi. On veut juste pas les mêmes choses. Fait que j'ai commencé à plus observer cet aspect-là. Fait que, tu sais, en dehors, je suis pas tant comme cheveux bruns, 100 000 par année. Tu sais, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment plus dans ce que la personne... des traits de personnalité, je te dirais, et tout. Et si, mais à quel point je suis précise... c'est dur à dire maintenant. Parce que là, maintenant, je suis rendue à un moment où c'est quasiment le contraire. Et je suis comme, oh, j'aurais dû écrire ça, je suis contente, ça, j'aime ça. Tu sais, des trucs comme ça. Ouais. Mais quand tu es tellement à l'autre bout du spectre, au début, c'était tout petit, ma liste, puis c'est devenu de plus en plus précis avec ma plus grosse peine d'amour, justement. Parce que c'est ça. Tu vois que c'est ça. Fait qu'en fait, avec ce premier gars-là que j'ai rencontré... Je réalise, ça fait 73 minutes qu'on jase. Puis on n'a pas parlé encore parlé, je sais. de la peine d'amour. Mais continue. Le backstory, hein? Ouais. Fait que j'ai réalisé, OK, ce premier gars, c'est la première fois que je vivais quelque chose que je suis capable de me dire, OK, on n'est pas compatibles, mais ça m'enlève rien. Je suis pas partie comme détruite de tout ça. Et là, je vais essayer de dire ça rapidement. Finalement... Non, je veux pas mettre une urgence. C'est que mon histoire par rapport à Los Angeles, c'est quand même particulière. 2 jours avant que je quitte pour Los Angeles, mon ami Mo m'appelle et dit, finalement, tu peux pas prendre mon appart. Mais il dit, je vais essayer de trouver une solution. Fait qu'il écrit dans un group chat d'amis Los Angeles, il dit, à cause qu'à Los Angeles, il y a beaucoup de monde qui filme des trucs et tout. Mais pourquoi? Parce que finalement, il tourne plus à cette date-là? Parce que finalement, le propriétaire de son building a décidé qu'il voulait faire un bureau avec son appart. Okay. Fait que c'était vraiment comme... Mais il n'y avait pas communiqué, puis tout ça. Puis là, il se sentait tellement mal, puis c'était ça mon plan. Fait qu'il écrit dans un group chat, tu quelqu'un qui s'en va quelques mois, Puis à Los Angeles, c'est quand même commun, puisque les gens filment à New York, puis souvent, ils payent 2 apparts. Puis il y a quelqu'un qui a répondu, moi, oui, je filme à New York l'émission Rami. Puis c'était Dave Murray, qui est un humoriste canadien super. Puis... on se connaît même pas, moi puis Dave, on commence à texter, c'est comme si on est meilleurs amis, là, instantanément, on clique. Fait qu'il me dit, parfait, prends mon appart. Je tombe, son appart, c'est à Silver Lake, un vraiment beau quartier de Los Angeles. Genre, c'est comme le Saint-Henri de Los Angeles. Ben, moi, j'habite à Saint-Henri, là, fait que c'est pour ça que j'aime ça. Mais tu sais,
là, je partais de l'aéroport, j'ai entendu parler c'était quoi Silver Lake, j'avais aucune idée, c'était encore la pandémie. On tombe en janvier où est-ce qu'ils viennent d'annoncer un autre couvre-feu au Québec. Fait que quand je partais, c'était comme rien ne va plus. Puis là, moi, je m'en allais déménager à Los Angeles. Fait que j'arrive à Los Angeles en plein milieu de la nuit. Je vois même pas. Le lendemain, je me réveille. Puis là, ça, c'est ma maison pour les prochains 6 mois. Je sais même pas je suis où sur une map. Là. Genre, je me suis vraiment pitchée dans quelque chose. Puis j'ai aucune idée. Puis là, est-ce que ouais. ça te fait-tu bad tripper ou t'es zen? Parce que je reviens avec tous les changements d'école, tout ça. T'haïs pas le changement, puis t'haïs pas, mettons, le déracinement, dépaysement. Est-ce que t'es bien là-dedans ou t'es un peu paniqué? Je suis un peu paniquée. Je suis bien parce que je me dis, hey, je manque rien à la maison, tout le monde est embarré chez eux. Là. Tu sais, je suis quand même à quelque part qui fait super beau, puis je peux aller me promener dehors. Mais je commence à me dire, hey, je connais personne ici. La vie coûte vraiment cher. Comme à quoi j'ai pensé? Là, comme, c'est pas comme venir 2 jours là, quelque part, puis t'es comme, ah, je vais déménager ici. Tu sais, je suis ici pour 6 mois. Là, je me suis engagée. T'as payé tu loues son appartement, OK? Oui. Puis je pense, je suis arrivée au mois de janvier. Le mois de janvier, c'est quand il pleut le plus à Los Angeles. Il y a plus 3 semaines, comme non-stop, tous les jours. Tu pouvais à peine aller dehors, là, c'était comme fou. Puis un jour, je me dis, OK, je peux pas juste continuer de m'apitoyer sur mon sort. Je vais aller me créer un site web pour pouvoir peut-être me rebâtir à LA, tu sais. Genre, je suis quelqu'un qui a vraiment un beau CV. J'ai une compagnie et tout, mais ici, je suis rien. Personne me connaît. Genre, comment... Fait que je décide d'aller me bâtir un site web. Je vais m'asseoir dans un café. Je vais dans le café, je reste mon ordi, puis il y a un gars qui rentre. Puis je flash, puis je suis comme, je le connais, ce gars-là. Il y a 3 ans plus tôt, avant la pandémie, je suis dans une soirée avec des amis, on fait la fête, on commence à Air Commune. Là, on va dans un restaurant dans le Vieux-Port. Puis là, une des filles dit, « Hey, j'ai rencontré un gars de Just for Laughs, il y a un party je sais pas trop, à l'Orignal. On va faire un tour. » Fait qu'on rentre dans ce party-là, puis je vois ce gars-là qui est devant moi là, à Los Angeles. Ouais. Puis on se regarde, puis c'est comme si les deux, on a catché, genre qu'on voit plus personne là, dans la salle en ce moment. Puis ça, on remonte à Montréal. Là. On remonte à Montréal, okay. 3 ans plus tôt. Puis il y a un gars qui vient pour me parler, puis lui... Mais ça se peut. Ouais. Mais ce soir-là, vous vous êtes jasé un peu? Est-ce que vous vous êtes vus? Y a-tu de quoi entre toi et ce gars-là? Il y a 3 ans. À Montréal, oui. Je te le raconte, là. OK. Fait que on se connaît pas, là. Tu m'as fait peur. T'étais fâché après moi. C'est que faut que je t'amène à ce qui s'est passé. Je le connais pas, là. Je rentre dans ce bar-là. J'ai jamais parlé à cet individu-là. Il y a un autre gars qui vient pour me parler. Il le tasse, puis il vient se présenter. Il y a comme une confiance en lui, puis tout ça. Il dit, il est anglophone, il dit, je suis ici pour le festival Just for Laughs, I'm a new face. Je sais pas si c'est quoi New Faces du festival Just for Laughs, mais en fait, c'est le programme de les scouts de Just for Laughs, en fait, ma job maintenant. On va à travers le Canada, les États-Unis, à travers le monde pour essayer de trouver c'est qui la relève des humoristes pour les amener pendant 3 jours à Montréal. Puis là, tous les bookers de Jimmy Fallon, Saturday Night Live, tout ça, viennent à Montréal pendant ces 3 jours-là, puis découvrent du talent. Kevin Hart, Pete Davidson, Marcel, plein de gens sont été découverts à Montréal ce week-end-là. Okay. Fait que lui, il fait partie de ce talent-là ce week-end-là. Puis on flash, puis il est comme « Hey, je m'en vais à un party, veux-tu venir? » Je suis comme « Parfait. » J'embarque dans le taxi, je laisse partir mes amis, je pars avec lui, puis c'est drôle, parce que dans le taxi, il y avait d'autres humoristes qui maintenant je connais, mais à l'époque, je connaissais pas. C'est comme... Ben là, je veux pas dire de nom, je veux pas dire de nom. C'est bon. Fait qu'on part, puis on arrive au party au Doubletree, je sais pas si tu sais, mais il y avait tout le temps des after-parties à l'hôtel Just for Laughs, parce que tout le monde reste en anglais à l'hôtel. C'est un peu comme vous pour Québec. Ouais. Puis on fait le party toute la nuit, on French, Puis je dis, OK, bye. Il dit, OK, moi, j'habite à New York. Il travaillait sur le show de Sarah Silverman dans le temps, qui est une humoriste quand même connue. Oui, je la connais. Oui. Puis il me dit, moi, j'habite à New York. Si tu veux, tu viens à mon show demain. Puis là, j'étais comme, OK, bye. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça qui est arrivé. Excuse-moi. Il me dit, viens à l'hôtel avec moi. Puis là, moi, qui un peu saoul, qui veut pas retourner avec lui, je dis, je vais plus jamais voir ce gars-là, Je fais, je pars à courir. Puis je suis comme physiquement partie à courir de lui. Puis je suis partie chez nous. Puis on s'est ajouté sur Instagram, fait que le soir, le lendemain, il m'a écrit, t'es la chose la plus drôle qui m'est arrivée de tout ce festival d'humour. Genre, il est comme, t'es complètement ridicule. Il dit, veux-tu venir à mon show? Là, je dis, non, je peux pas. Fait que ça finit de même. Je suis comme, je vais plus jamais revoir ce gars-là de ma vie, tu sais. Puis là, on est 3 ans plus tard. Je viens déménager à Los Angeles. OK. Je m'assieds dans un café, travaille sur l'ordi, il rentre. Puis je le vois.
Puis là, je fais, OK, j'ai écrit ça sur Instagram, je vais t'y parler. Et je me dis, OK, Ariane, t'es tout seul ici, tu connais personne, il va falloir que tu, sois pas gêné, là. Tu sais? Fait qu'il va pour sortir du café, je le suis. Mais vous étiez jamais rejasé sur Instagram? Jamais. OK. Tu sais, jamais. Je suis, j'ai dit, hey! Tout de suite, il me voit et dit, hey, je pensais jamais que j'allais te revoir. Il savait j'étais qui, il y avait aucun. Puis on freeze là, complètement dans la rue. Puis après, on en a parlé. Il disait, c'était tellement bizarre. Il disait, c'est comme si je voulais te tenir la main. C'est comme si on était proches, genre. Puis pourtant, Âme sœur. ouais, c'était vraiment. C'était tellement difficile à expliquer. Puis on marche un peu, mais c'est comme si on avait déjà sorti ensemble 10 ans. C'était comme s'il y avait une proximité, là. C'est comme si on était deux personnes très seules, perdues. Tu sais, à Los Angeles, c'est une place que beaucoup de gens ne viennent pas de là. Fait qu'on c'est très solitaire. Puis là, on s'est trouvés dans un moment tellement particulier. Puis on marche un peu, on jase. On réalise qu'il habite à 3 maisons de moi sur la même rue. Puis lui est en train d'écrire son premier pilot script pour Hulu à l'époque. Fait qu'il est dans un gros moment dans sa carrière. Est-ce que le nom de lui, ouais. ça reste confidentiel aussi? Oui, OK, mais c'est bon. il n'est pas connu. Là. C'est bon, c'est bon. Personne ne serait... Parfait. Euh, Est-ce que je peux juste... oui, vas-y. Parce que j'ai déjà fait ça pour Stéphanie Deschamps. OK. Je donne des indices, les gens qui veulent... Puis j'ai fait ça aussi pour... Ah, mais il n'est pas assez connu. Non, les indices... non, mais c'est pas grave. Les gens... Il a déjà été New Face Just for Laughs en 2022. Ouais, à peu près. Il a écrit... 2021, j'ai demandé. Non. 2022, c'était l'année que j'étais à LA. Ouais, fait 2021. Que ça aurait été non, c'est avant la pandémie. 2019. Ouais. New Face entre 2015 et 2020. Ouais. Il a co-écrit sur le... Il a écrit pour Sarah Silverman. Et... Il a écrit un pilote. Il a écrit un pilote. Ouais. D'une série, une fiction. Oui. Okay. Puis il a déjà été sur Comedy Central aussi, qui à l'époque était un gros... oui, il a été sur Comedy Central. Oui. C'est bon. Oui. Fait que tout ça pour dire, fait que on se croise dans la rue, puis là, il y a une connexion immédiate, on échange nos numéros, puis on réalise qu'on habite sur la même rue. Puis je me dis, OK, ben là, il faut qu'il me demande en date. Tu sais, comme j'ai des papillons, puis il me demande pas en date. Finalement, il attendait que son horaire se libère. Fait qu'on va à notre première date. Puis c'est la... Puis, attends, il habite à côté. Il marche jusqu'à la maison, puis on y va ensemble, puis on va à un beau resto à LA. Puis c'est comme, automatiquement, genre, on a tellement de choses à dire, on est tellement proches. Je disais à la blague, il y avait comme l'actrice Megan Good assise juste derrière nous, qui était comme quand même une belle actrice des années 2000. Puis il n'a même pas remarqué, tellement on était comme dans notre conversation. Puis on a tellement cliqué, on a parlé pendant des heures. Puis c'était vraiment comme automatique, on était proches. Ensuite, ce qui est arrivé, c'est qu'il a pogné le COVID quelques jours après, fait qu'on n'a pas pu se voir pendant comme 5 jours, puis on se parlait au téléphone tous les jours pendant 6 heures. C'était comme une connexion tellement forte. Puis après 1 mois de fréquentation, puis de vraiment, vraiment cliquer, il me dit « Ah, do you want to be my girlfriend? » Tu sais, fait qu'on décide d'être officiellement ensemble. Puis c'est là que ça a commencé à être plus difficile. Fait que je sais pas comment expliquer notre relation, parce que là, je raconte ça comme ça, puis c'est comme âme sœur, Mais on était 2 personnes que là, on se retrouve un peu dans le vide. On sait pas qu'est-ce qui va se passer avec nos vies, etc. On se cherchait un peu. Puis lui, il a ce stress de cette émission-là qui se passe. Puis on dirait qu'on... Ouais, on s'est trouvé, puis on s'amenait un certain confort. Mais ça restait complexe. Tu sais, comme moi, est-ce que j'allais habiter à LA? Il fallait que je me trouve une job. À long terme, moi, c'est ça. Tu sais, fait que là, on décide qu'on sort ensemble, mais il y a beaucoup de questions, tu sais. Est-ce que tu es amoureuse? Je pourrais pas te dire à ce moment-là... Ben, en fait, oui. Je pense que oui. Je pense que dans le premier mois, je me sentais amoureuse, mais je me sentais pas en sécurité. Puis je pense que ça, c'est comme pas non, physiquement pas en sécurité, mais je me sentais... Lui, c'était comme un point de repère à Los Angeles, mais est-ce que... Tu sais, j'avais encore beaucoup de peur d'abandon, puis tout ça en dedans de moi. Fait que j'avais besoin de me sentir en sécurité. Fait que qu'il me dise si vite qu'il veut être mon chum, j'étais comme, ah oui, c'est ça que je veux, tu sais. Puis c'est après que j'ai commencé à réaliser, ah, OK, peut-être qu'on n'était pas rendu là finalement, tu sais. Fait que c'est drôle parce qu'un mois, il me dit, OK, je vais être ton chum. Puis là, c'était comme la Saint-Valentin, puis là, on a une date de Saint-Valentin. Mais là, tranquillement, il commence à
je sais pas, comme choquer ou, tu sais, comme il y a des petits gestes que je suis comme, ah, peut-être que c'est moins ça que je recherche. Puis là, je suis dans mon époque avec mon journal où est-ce que je suis très comme, je prends des notes de tout ce que je veux puis tout ça. Puis c'est comme si je le sentais pas constant. Mais c'est comme si il était super jusqu'au moment où est-ce qu'il me demande d'être son copain. Puis après, ça a commencé à changer. Puis ça, je l'ai souvent vécu. Fait que là, j'étais comme, OK. Comme là, il se sent en sécurité que là, il a dit que c'est sa copine. Mais en même temps, j'étais aussi seule aux États-Unis, que c'était mon seul point de repère. Fait que peut-être que j'avais besoin de lui beaucoup. Tout ça pour dire que ça fait 1 mois qu'on sort ensemble. Est-ce que vous vous dites que vous vous aimez? Non. OK. Non, on n'est pas rendu là, mais on est très attachés l'un vers l'autre. On s'écrit toute la journée. Puis là, on est censé faire quelque chose cette soirée-là. Puis la façon qu'il cancelle me fait réaliser, genre, oh non, peut-être que c'est pas ça que je veux. Puis moi, qui est dans ma période, genre, je sais ce que je veux, je sais où je m'en vais, je le laisse à ce moment-là. Puis c'est super impulsif. C'est là que je réalise que je peux être très impulsive. J'y avais prêté un de mes chandails, je vais le chercher. Tu sais, c'était très comme dramatique. Puis j'étais comme, non, tu vas pas m'amener ce que je veux, c'est pas ça que je veux, je te laisse. Puis, on passe 1 semaine sans se parler, mais genre, je pleure ma vie, là. C'est que je sais pas comment est-ce que c'est comme la façon qu'on s'est retrouvés, la façon qu'il y avait tellement de destin dans notre façon de se retrouver puis qu'on se sent tellement connectés. J'avais tout romantisé comme notre futur ensemble, puis je pense que lui aussi. C'est comme si les deux, on aime les belles histoires, là. Puis on avait décidé que c'était ça, là. Puis on dirait que j'ai tellement pleuré, mais comme tu penses à ça maintenant, c'est comme ridicule, là. Ça fait comme 2 mois que je connais quelqu'un, mais j'ai tellement pleuré. Mais c'est comme si je pleurais l'histoire. Puis là, comme là, je suis encore plus perdue. Tu sais, c'était comme si ça m'apportait quelque chose à laquelle me tenait. Finalement, 1 semaine plus tard, il revient me parler. Puis je pense qu'à quelque part, le laisser, encore une fois, c'était moi qui a comme tellement peur de l'abandon que j'étais comme, je vais le laisser en premier cette fois-là, c'est pas ça qui va m'arriver. Mais là, lui, il a pas abandonné. Fait que là, ça m'a comme attachée encore plus à lui. Mais dans lui, ça l'a créé une peur que je le laisse n'importe quand. Je viens de le faire, tu sais. Puis, en même temps, je veux dire, lui est après écrire son script. Moi, je me cherche. Fait qu'on vit énormément de choses. Fait que c'est comme quand tu me disais tantôt, est-ce que j'étais bien dans mes relations? Quand j'étais avec lui, j'étais bien. On s'entendait vraiment bien. On riait beaucoup, puis tout. Mais au niveau de me sentir comme en sécurité, on dirait que je le trouvais pas. Mais pour moi, on dirait qu'une relation, c'est pas confortable. Tu sais, fait que c'était comme si je m'étais retombée dans mes anciens patterns. C'était comme si le destin m'avait amené mon master test final boss, là, genre devant moi, là, tu sais. Puis c'est ça, là, on apprend que là, il va aller filmer son pilote. Fait que là, il va aller à New York. Fait que là, il m'invite à aller l'accompagner à New York, excuse-moi. Puis, tu sais, moi, je vis le rêve, là. Genre, je date un gars à Los Angeles. Je commence à essayer de trouver comment ma vie va fonctionner là-bas. Là, je vais à New York avec lui. Tu sais, c'est trippant. Mais je me cherche beaucoup. Je comprends pas trop comment je vais rester là. Mais lui, ce qui lui arrive, c'est tellement plus important puis tout que je parle pas trop de mes problèmes. Puis fait que là, je réalise que je retombe un peu dans mes patterns, d'être sa femme de rêve. Tu sais, il me disait des choses comme un jour, on va être au Emmys puis tu vas être sur le tapis avec moi. Puis maintenant, avec du recul, je suis comme c'était tous mes problèmes avant de romantiser les relations, mais dans le fond, c'est, tu sais, comment dire, le gars, il veut pas être mon partner. Il veut réussir puis que je sois là à côté de lui. Ah ouais, c'est bien dit, mais ça. c'est pas un partnership. C'est comme tant qu'il n'aura pas réussi, il sera pas prêt à être vraiment avec moi. Puis moi, bâtir ma vie, c'est comme pas vraiment son problème. Puis je pense que, vu que moi, j'ai tellement été entrepreneur, je me suis tout le temps débrouillée toute seule. Fait que c'est comme si je réalise maintenant, avec du recul, que j'étais dans un pattern de moi, j'ai pas besoin de personne, mais moi, il faut que je montre à la personne que je l'aide, sinon ils vont m'abandonner. Eux, faut qu'ils aient besoin de moi. Je comprends. T'sais? Fait que je lui apportais énormément de support dans ce que lui vivait, mais moi, j'étais seule là-dedans, là. J'étais vraiment seule. Puis un jour, Dave Murray, chez qui je reste, puis lui, je suis pas gênée de dire son nom. Okay. Je suis très fière. Il revient à Los Angeles pour 1 journée pour être dans le festival Netflix is a Joke. Puis il dit, viens à mon show. Puis je l'avais jamais rencontré, tu sais, c'était mon landlord, là, genre, tu sais, qui me louait son appart. Je vais à son show. Il est super cool, il est super fin. Il me dit, viens souper avec moi et mes amis. Puis ce soir-là, je vais souper avec lui. Question pour toi. Oui. Est-ce que c'est Dave qui, tu dis? Murray. Je le connais pas, désolé. Ouais, est-ce qu'il est plus drôle que ton chum?
Ouais. Je pense que ouais. Mais c'est difficile. Ouais, je te dirais que ouais. Il y a une personnalité qui est tellement éclatée. Tu sais, Dave, j'ai jamais vu faire le même numéro 2 fois. Tu sais, il y a vraiment juste quelqu'un qui vient de jouer une game de soccer puis te raconte une histoire de 15 minutes puis t'es comme, oh my God. Tu sais, fait que je te dirais que oui. Puis il me dit bien, non. Là, je vais souper avec lui puis ses amis. Puis ses amis, ça donne à être Paul Elia puis Matt Rife, qui est comme une grosse vedette là, maintenant. Puis on soupe, puis ils me disent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je disais, il dit, deviens productrice de notre show, Low-Key Comedy Show, au Comedy Store. Fait que là, tout se connecte, là. Tout est dans tout, là. Fait que là, ce que je voulais faire est comme arrivé par hasard. T'sais, entre-temps, je suis allée, j'essaie de trouver comment rencontrer du monde. Il y a le lien que j'ai le Comedy Store dans la tête. J'y allais, mais je savais pas quoi faire, tu sais. Je vais souper avec ces gars-là, puis ils me disent, deviens productrice de notre show. Mais comment tu deviens... Dans ma tête, j'ai un producteur, pour moi, au Québec, c'est celui qui met le cash, déjà. Ouais. Tu deviens pas... À moins d'avoir déjà beaucoup de cash de côté puis d'avoir des contacts, comment tu deviens productrice? Ben, c'est comme un peu comme mon rôle en ce moment. Ils voulaient que je les aide avec leurs médias sociaux à organiser les shows, à booker les talents et tout ça, puis que je les aide à bâtir leur brand. Puis eux, ils avaient parti ce show-là. Fait que c'est pas productrice comme mettre un cash down, là. C'est un peu comme en ce moment, mon rôle chez Just for Laughs, c'est productrice. Mais dans le fond, je fais du booking, de la programmation, de l'idéation, concept, jusqu'au qu'est-ce qu'on peut faire en marketing. Tu sais, c'est un peu plus comme je sais pas, comme dans une vision pour le projet. Puis en leur jasant tout de suite, ils étaient comme ça. Nous, on veut juste faire de l'humour. On aimerait ça quelqu'un comme toi. Puis eux, ils avaient parti ce show-là pendant la pandémie. Ils faisaient de l'humour sur le derrière d'un un pick-up truck dans un parking parce que tous les bars étaient fermés. Puis toutes les grosses vedettes venaient. Là. Ils ont eu Jerry Seinfeld, Tom Segura, tout ça. Puis à l'époque, Matt Rife, il avait fait Wild 'N Out, mais il n'était pas super connu. Mais il a quand même une belle carrière. Là. Il a été booké au Comedy Store à 16 ans, mais ça a pris du temps avant qu'il soit connu. Fait qu'eux me demandent de faire ce show-là. Je commence à le faire avec eux. Je rencontre plein d'humoristes à travers ce show-là qui sont maintenant mes bons amis. Puis ce qui est cool, c'est qu'en humour, c'est que quelqu'un en 2 ans peut devenir... Matt Rife est l'exemple parfait, là, peut devenir une méga vedette. Là, mais nous, on se rencontre vraiment casual. Puis moi aussi, je suis quelqu'un que... Je vais pas le dire que je suis productrice. Je vais genre me promener avec une caméra. Comme moi, je veux pas que les gens... Comment dire? Quand j'ai du pouvoir, j'aime mieux que les gens ne le sachent pas pour voir comment qu'ils agissent avec toi. Oui, pour qu'ils soient chill avec moi. Je veux pas que les gens viennent me voir puis me parler parce qu'ils pensent qu'il faut. Puis c'est drôle parce que c'est quelque chose que j'ai de la misère à naviguer maintenant aussi des fois, que je me tiens de retrait parce que pas pour être sûr qu'ils sont fins, mais aussi pour pas que les gens de l'autre sens se sentent comme ils sont obligés de me parler. Ouais, en tout cas. Et puis la caméra, des fois, ça me permet d'avoir une certaine quelque chose derrière quoi me cacher. Tout ça pour dire, je commence à produire ce show-là. Puis tout à coup, Mané, mon chum, me fait un commentaire qui aimerait mieux que je travaille pas en humour, tu sais. Puis là, c'est comme red flag. Red flag en tabarnak. Puis... en fait, red flag en tabarnak à bien des niveaux. Ouais. Mais juste, j'aimerais mieux... Tu sais, t'es une adulte, tu gères ta vie comme tu veux. Red flag, un peu jalousie de... Je veux pas que tu shines dans mon milieu ou je sais pas quoi, mais c'est comme un red flag à bien des niveaux. Oui, puis je pense que n'importe qui me date, il faut qu'ils apprennent que s'ils me font ça, je vais sûrement les outshine éventuellement. Tu sais, si tu essaies de mettre des bâtons dans les roues, tu viens quasiment de me challenger. Tu sais, puis il me dit ça. Puis c'était comme, mais moi, j'ai pas le goût de sortir avec une fille qui tripe sur l'humour. J'aimerais ça sortir avec une fille qui s'en fout. Puis je suis comme... N'importe qui a déjà parlé avec un humoriste, c'est juste de ça que tu parles. Tu parles d'humour constamment. Tu vas me dire que tu veux pas dater quelqu'un qui a un intérêt vers l'humour, tu vas trouver ta vie longue. Tu sais, ça reste quelque chose. Fait qu'il y a eu des conversations, puis ça, c'est grosse chicane, puis tout ça. Puis là, je t'en pleure. J'ai jamais autant... Est-ce qu'il est jaloux? Il est pas jaloux. Je te dirais pas que c'est ça. Je te dirais pas que c'est ça, mais je pense qu'il aimait pas trop que je sois dans le même espace que lui, tu sais, c'est difficile à dire. C'est comme un peu venu de nulle part, puis il s'est excusé par la suite. Puis il m'a dit, peut-être que je pourrais t'aider. Mais dans le fond, il m'a jamais aidé là, à travers mon parcours. Il m'a pas présenté personne ou rien comme ça. Pas que c'était sa job, mais tu sais, il m'a dit, peut-être que je pourrais te présenter à mon agent, puis tu pourrais être dans la salle de courrier. Puis là, comme je m'étais fâchée contre lui, je suis comme, tu comprends-tu mon background? Tu comprends-tu qui je suis, genre? Je sais pas, c'est ça. On dirait qu'il veut que tu aies un rôle, un second rôle. Oui, c'est comme s'il voyait la façon que moi je
le levait, puis je voyais le potentiel en lui. C'était vraiment pas retourné envers moi, tu sais. Puis j'ai commencé à réaliser ces choses-là. Mais en même temps, je sais pas comment expliquer, c'est comme si... C'est tellement difficile parce que maintenant, j'ai tellement de recul que je le vois comment ça avait pas d'allure que je continuais à dater ce gars-là. Mais à ce moment-là, je tripe sur cette histoire, tu sais, de ce gars que j'ai rencontré à Los Angeles, qu'on s'est rencontré à Montréal, puis tout ça. Puis on s'accroche à ça. Puis des deux bords, là, lui aussi, tu sais, il me sent impulsive. C'est pas un bon bonheur dans sa vie pour avoir quelqu'un qui pourrait le laisser à tout moment. Tu sais, j'y fais quelque chose. Fait qu'il y a beaucoup de tension dans notre couple. Puis on commence à parler qu'on pourrait se marier. Tu sais, ça a comme pas d'allure, là. Non, c'est Chris. Mais là, c'est qu'on commence à... Parce que là, quand ça va bien, on se dit, ben là, comment je vais rester à Los Angeles? Ben là, on pourrait se marier. Fait que tu regardes ça maintenant, t'es comme ça, pas de sens. Puis là, c'est ça, j'ai du recul, j'ai de la misère à trouver des bonnes choses à dire, tu sais. Puis ce qui est drôle, c'est que récemment, j'ai eu un nouveau sel, puis j'ai reconnecté mon sel, puis j'ai regardé dans mes notes le nombre de paragraphes que j'ai écrits au sujet de qu'est-ce qui marchait pas dans cette relation-là quand j'étais dans la relation, mais que je voulais pas le déranger avec comment je me sentais, fait que je l'écrivais dans mon propre téléphone, là. C'est complètement fou, là. Tu sais, j'étais vraiment pas bien, mais le fait que cette personne-là voulait pas m'abandonner, puis lui, il avait autant besoin de quelqu'un qui allait pas l'abandonner. Fait qu'on se retrouvait vraiment qu'on allait fight là, pour être ensemble. Puis en même temps, moi, on dirait que j'associais l'amour à faut se battre pour que ça fonctionne. Fait qu'on continuait de travailler ensemble là-dessus. Ben, faut se battre. Mais ouais. c'est pas, encore là, Ouais. j'ai la vérité, Ouais. mais je suis d'accord qu'une relation amoureuse à laquelle tu attaches d'importance, qu'à un moment donné, tu as de l'adversité, puis tu te bats pour sauver ça. Mais c'est pas normal que tu te battes si tôt dans le processus. Dans le sens, c'est pas normal que ça soit complexe, puis que tu sentes qu'il faut que tu ailles à te battre après 3-4 mois de relation. Ben non. T'sais, en tout cas, Ben oui. ma perception, Ben non. c'est ça. 100%. Puis là, à cette époque-là, j'étais à Los Angeles, puis ça commence à faire... Là, j'étais rendue là depuis 6 mois. Fait que justement, qu'il fallait que je parte au Québec. Fait que je retourne au Québec, mais ce qui est cool, c'est que notre show, Low-Key Comedy Show, se fait booker au festival grâce à Dave qui était dans le show. Fait que je suis à Montréal, puis là, je peux être une vraie productrice au Québec, tu sais, en parler, on peut aller... Donc, je produis le show Low-Key Comedy Show pendant le festival à Montréal. Fait que, juste pour t'expliquer, à ce moment-là, j'ai pas vraiment de travail. Tu sais, mais ces humoristes-là, je suis productrice, on fait pas beaucoup d'argent, là. Je pense qu'ils me payent 400$. Tu sais, on fait ça pour le fun, dans le but de me bâtir un CV en humour, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Je rebâtis ma carrière. Là, je me dis, OK, je vais pouvoir mettre JFL dans le CV, puis c'est tellement minime, là. C'est un show à JFL. Mais c'est dire à expliquer, mais quand t'es à Los Angeles, à New York, JFL, c'est le but dans ta vie, là. Tu sais, fait que c'est énorme. Fait qu'on va à Montréal, on fait ce show-là. À cette époque-là, on s'était laissés, mais on s'appelle tous les jours, puis genre, je pleure tout le temps. Je commence à faire de la thérapie, puis genre, je suis pas capable de me détacher de cet homme-là. Genre, j'essaie de faire des méditations pour essayer d'arrêter de m'attacher à lui. Je suis vraiment... Ça me fait mal en dedans, là. Comme je suis pas capable de me détacher. Puis parce que c'est comme si il tient tellement à moi. Tu sais, les deux, on se laisse pas partir. Tu sais, des fois, on passait genre... Fait que, excuse-moi, attends, j'explique. On parlait de se marier pour que finalement, je retourne à Montréal. On est ensemble. J'arrive à Montréal. On se parle sur Zoom. Je me mets à pleurer. On se laisse. Là, on se parle pas pendant une semaine. Là, on se reparle. Tu sais, c'était constamment comme ça. Là, je fais mon show à Montréal. Ça va super bien. Fait que ma carrière en humour commence à fonctionner bizarrement là-dedans. Je rencontre beaucoup de monde. Mais cette relation-là rend que je suis comme jamais vraiment heureuse. Là, l'été continue, puis là, comment je suis en train de dire, OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais, moi, je suis venue à Montréal, j'avais encore loué mon appart, fait que j'étais obligée de louer un appart à Montréal. Je suis comme, où est-ce que je vais vivre maintenant? À quoi je me retiens? Puis on dirait que d'avoir lui dans ma vie, ça faisait qu'il y a quelque chose que je connais dans mon futur, tu sais? Même si ça n'avait pas de bon sens, mais on dirait qu'il fallait que je tienne à quelque chose. Je décide de retourner au Mexique, parce que je peux pas retourner à Los Angeles. Puis je me loue un appart. Il vient me rejoindre au Mexique. Puis c'est la pire expérience. Tu sais, dès qu'il arrive là... Parce que justement, on parle de compatibilité. Genre, moi, j'étais à Los Angeles, j'aime regarder les couchers de soleil. Lui, il s'en fout. Lui, il pourrait être en dedans, dans le noir, toute la journée. Il fait pas tant d'exercice, tu sais, mais on aimait rire ensemble, on avait une belle complicité. Là, il vient me rejoindre au Mexique. L'idée de se promener en bicycle, tout le stress, comme tout, il haït tout.
il était censé rester 3 jours. Après 24 heures, il me dit « Je m'en vais ». Puis là, je pleure aux larmes parce que je suis comme « OK, il m'abandonne littéralement, là, comme au Mexique. Là, comme là, c'est comme le pire qui pourrait arriver, c'est ça. » Mais tu sais, puis là, je skip, là, mais comme on parlait au téléphone 5 heures par jour, on écoutait White Lotus ensemble sur Zoom. On était attachés là, d'une façon... Là, parce que là, je parle juste du mauvais. C'est de l'amour ou c'est de la dépendance affective des deux côtés? Je pense que c'est de la dépendance affective des deux côtés. C'est comme si... Oh, on est rendu à 99, 80... 1h40. OK. Prends des bouts. C'est qu'il arrête le chrono. il peut pas... Tu check les chiffres. Ouais. Il peut pas dépasser ça. OK. Pour ça que... Mais ça tape encore. OK, mais vous couperez des bouts, là. C'est long, mon affaire. Je suis sûre qu'il y a plein de bouts pas importants, mais je sais pas comment d'autres le raconter. Fait que tout ça pour dire, là, le Mexique, c'est comme... on se dit que c'est fini, on arrête de se parler. J'attends quelques mois. Avec le show de Loki, je voyage à San Francisco. Je retourne à Los Angeles. Puis là, ça continue. Ça continue comme ça. On se parle tous les jours, mais on veut pas être ensemble. Mais c'est exactement comme tu dis. C'est comme une obsession, un envers l'autre, que les deux, on veut pas abandonner le morceau. Mais pourtant, c'est que... Excuse-moi, mais t'es... Puis il n'y a pas que ça, là, mais t'es une jolie fille. Mm-hmm. T'es vraiment une bonne communicatrice, t'es intéressante. Tu sais, le peu que je te connais, t'as de l'air intéressante à jaser. T'as de l'air d'avoir une aisance aussi à rentrer en communication. Ce que je veux dire, c'est qu'il doit y avoir quand même plein d'opportunités de gars qui s'intéressent à toi, que tu fais comme, ouais, il est nice, lui, ou tout ça. Pourquoi tu restes accroché à ça qui semble assez... À part le début qui était merveilleux, qui semble assez plate, tu l'expliques à quoi? Pourquoi tu restes accroché à quelque chose qui est ordinaire quand tu dois avoir plein de possibilités de rencontrer d'autres gars plus intéressants? Tu sais ce que je pense que c'est que avec lui, quand on a commencé à se dater, puis justement, je parle des humoristes qui sont très vulnérables, qui racontent tous leurs défauts, les deux, on s'est comme vidé le sac. Puis on a comme tout dit... Comme, moi, je m'entends pas bien des fois avec ma famille aussi. Ou ça. On s'est tout dit. Puis on dirait que ça m'a rendu, OK, comme lui, genre, j'ai pas besoin de faire semblant. Ici, je suis qui? Puis il m'aime de même, genre. Puis c'est comme ça, elle fait ça des deux côtés. C'est comme dans nos grosses, longues conversations, on a vraiment là, partagé là, en profondeur nos secrets les plus cachés, qu'on ne partage même pas avec nos amis et tout ça. Vous êtes mis à nu. Oui. Puis c'est comme si j'avais jamais vécu ça dans ma vie. Puis je pense que lui non plus. Fait qu'on se sentait vraiment attirés. Mais je pense qu'honnêtement, c'est le fait que c'était donc impossible, notre situation, qui faisait que ça ajoutait quelque chose pour lequel se battre ou un challenge ou je sais pas, qu'il y avait comme une obsession vers ça doit marcher parce que c'est ça que j'ai décidé que ça va être mon avenir. Mais en même temps, on se laissait beaucoup. Fait que c'était vraiment particulier. Puis ce qui est fou, parce qu'entre-temps, c'était comme si ma vie faisait que la vie m'amenait dans une autre direction, tu sais. Parce que là, notre show a été booké à Vancouver, où est-ce que j'ai rencontré l'équipe de Juste pour rire, qui m'ont offert, de Just for Laughs, qui m'ont offert un rôle temps plein à Montréal. Wow. Fait que là, je me retrouve de passer de je voulais travailler en humour à travailler dans l'équipe de programmation. Tu sais, on est littéralement 5 personnes qui choisissent c'est qui représente Just for Laughs, qui est le plus gros festival d'humour au monde. Tu sais, c'était quand même une job incroyable. Fait que là, ça a super bien tombé. Mon appart, il voulait plus le louer à ce moment-là. C'était comme 1 an rendu là. Fait que là, je retourne à Montréal. Je recommence à bâtir ma vie avec ce nouveau poste. Puis on continue à se parler jusqu'à, éventuellement, on décide, OK, on coupe les ponts. Mais tu sais, ça a vraiment parti. Là, on se parlait tous les jours. Fait que je rencontrais personne et tout ça. Mais même après le Mexique, quand il t'a fait faux bon après 24 heures, tu sais, il y a eu comme plein de... Il y a eu plein d'étapes d'être déçu. Là. Tu sais, t'as eu quelques échantillons de déception. Malgré ça, tu continuais d'y parler tout le temps? Okay. C'était comme si je voyais quelque chose en lui qui avait besoin d'aide puis que j'allais être cette personne-là puis que... Pas d'aide, mais d'être supportée. Je sais pas, c'est comme si c'est tellement difficile à expliquer. C'est sûr qu'il y avait des beaux moments là-dedans que
mais qui est difficile à trouver. Puis n'importe quel de mes amis vivrait ce que j'ai vécu, je dirais, ben voyons, laisse faire ça. Mais je n'étais pas capable. C'est comme si, pour la première fois, je m'étais pitchée, non, je vais être en amour, puis je vais rester en couple, puis genre, je veux l'essayer pour de vrai, mais je l'ai essayé dans la pire situation que, justement, on n'était pas compatibles, puis on n'était pas complémentaires. Les deux, on était malheureux là-dedans, mais on était passionnés par la relation. Jusqu'à ce que un moment, les deux, vraiment, on se parlait tous les jours sur Zoom. Combien de temps? Je te dirais 1 an. Tabarnak. Sans se voir. Puis on datait personne d'autre. 1 an, là, tu sais. Puis là, je suis rendue à 34 ans. Puis on se faisait... Puis là, dès qu'on avait une petite jalousie ou quelque chose, là, on arrêtait de se parler parce que là, on voyait qu'on se faisait mal. Mais ça a duré 1 an. 1 an sans se voir, à se parler tous les jours. Fait que dans le fond, toi, t'étais exclusive Ouais. à un gars Ouais. à distance. Qu'on n'était même pas ensemble, là, parce qu'on... C'est ça? Ouais. C'est fucké quand même. C'est vraiment fucké. Ouais. Vraiment. Puis j'étais complètement attachée. Je n'étais pas capable de me détacher jusqu'à un jour qu'on a eu une grosse conversation, puis on a dit on se parle plus. On se bloque de tout. On se parle plus. Puis c'est ça qui est arrivé. De façon consensuelle? Dans le sens, les deux, vous êtes d'accord pour on se bloque? On se bloque. C'est fini? On se parle plus. Puis là, ça s'est fini. Plus jamais reparlé? On s'est plus jamais reparlé. Je te dirais que ça m'a pris... Tu sais, j'essayais de regarder son profil, je pouvais pas, il m'avait bloqué. Tu sais, c'était vraiment... Les deux, on avait bloqué les courriels. C'était comme... On savait qu'on allait essayer de se contacter. On s'est complètement bloqué. Puis, tu sais, ça m'a pris 1 an que j'étais exclusive à lui, mais ça m'a pris 1 an avant d'être capable de dater, là. Ah, ouais. Ouais. Mais quand je te dis que c'est la relation la plus ridicule quand tu regardes à comment ça avait pas l'air le fun, mais l'attachement, puis l'attachement aussi, je pense à la vie que je pensais avoir. On dirait qu'il y avait tout un mélange de la vie que je voulais me créer dans ma tête. Ça m'a pris 1 an que j'avais aucun... Je pensais comme que j'étais lesbienne. Là. J'avais plus d'intérêt pour personne. Tu sais, comme genre, j'étais pas capable de m'intéresser. Est-ce que tu me permets de faire un petit parallèle? Oui, vas-y. En plus, t'es en humour, fait que tu vas peut-être aimer ça. Oui. Quand je rode du nouveau matériel, puis je suis sûr que plein d'autres humoristes, en anglais ou en français, vont relate, vont se reconnaître là-dedans. La première fois que tu fais une nouvelle joke, c'est un piège, une joke poche qui marche fort la première fois. Peut-être une intonation que tu y as donnée, peut-être ce soir-là, c'est un soir magique, puis tout ça. Puis après, tu rodes du matériel, puis cette joke-là, mettons, marche plus jamais. Mais tu la laisses pas partir parce que la première fois que tu l'as faite, c'était magique. Puis parce qu'une joke qui marche pas dès la première fois, je fais comme, je vais en écrire d'autres, tu sais. Oui. Mais ça arrive avec certaines jokes que la première fois, elle marche au bout, puis elle ne marche plus jamais. Mais tu as encore la petite romance dans ta tête. Non, cette joke-là, elle marche bien. Puis là, tu as les chums humoristes. Non, enlève ça du show, esti, c'est pourri. Chris a marché fort la première fois. Fait que peut-être que ton début avec ce gars-là dans le café à L.A., c'était tellement comme improbable, romantique. En fait, tu me décris comme un scénario de film, là, tu sais. Fait que peut-être t'es resté accroché au premier mois qui était magnifique, mais qu'après, ça a toujours été so-so. Mais que tu restais avec ta perception du départ de non, avec ce gars-là, c'est spécial. Mais ça se peut que c'était pas spécial avec ce gars-là. Mais maintenant, avec du recul, c'est ça que je me dis, puis ça m'a tellement affectée, puis je me demande, mais comment ça a fait ça? Mais je pense que c'est venant d'une fille qui avait tout le temps voulu chercher l'amour, puis tout ça, puis là, j'ai sauté justement en bas de cliff pour trouver quelque chose. C'était comme si j'avais une obsession dans ma tête qu'il n'y a pas mieux. Puis je pense que c'est comme pour ça que après, dans cette année-là, toute seule, à pas dater, j'ai vraiment été retravaillée parce que clairement, j'avais pas fait assez de travail là, parce que je pensais que, OK, ça, c'est le mieux que ma vie va être, ça va être ça, tu sais. Mais c'était pas bon du tout. Fait que, tu sais, de me dire, je pense que c'était le mélange de ça et la peur d'être seule pour toujours aussi. Tu sais, que c'était comme, mais là, j'ai trouvé quelqu'un qui m'abandonnera pas. Fait que je suis pas pour laisser ça tomber. Fait que là, on dirait que je m'attachais vraiment à ça. Fait que ça a été pour moi de reconstruire ma vision de c'est quoi une vie pleine, c'est quoi être heureuse, qu'est-ce que je recherche vraiment pour pouvoir retourner dans autant. Puis là, tu sais, en parallèle,
j'ai perdu mon emploi parce que JFL a fait faillite. Fait que j'ai perdu tout mon rêve que j'avais bâti, puis mon chum, genre dans la même année que j'étais comme, fuck, je l'avais rebâti, ma vie. Finalement, ça sera pas ça. Puis on dirait que ça m'a permis qu'à partir de maintenant, je vois un peu la vie comme un genre de game de Mario Kart. Puis je suis comme, OK, là, j'ai pris des tonneaux dans ce coup-là. Là, je vais recommencer, je vais rejouer, mais là, je vais essayer d'autres choses de voilà. Puis d'apporter moins d'importance à chaque chose qui se passe parce que ça veut pas dire que ça va être ma dernière chance qu'il y ait quoi que ce soit. Puis là, comme maintenant, je suis comme vraiment épanouie dans mon travail puis en amour. Mais dans ce moment-là, les 6 mois, là, que j'ai 1 an que j'ai pas daté, 6 mois au chômage, j'ai tout remis en question, mes décisions. Ça a été un break-up autant difficile émotionnellement que mon break-up avec penser que je veux pas travailler dans ce domaine-là finalement parce que ça n'existe plus, ce job. As-tu des idées noires? Pas nécessairement, pas penser à te suicider, mais dans le sens, as-tu pataugé dans de la merde un peu de remettre en question complètement ta vie ou... Ben complètement. Puis surtout, tu sais, genre, j'avais une entreprise, là, tout allait bien. Là, je me suis dit, j'ai gâché ma vie, j'ai pris les pires décisions. Puis aussi, tu commences à dire, bon, après, ça va aller mal, là, après 35 ans, il n'y a plus d'opportunités pour moi. Tu sais, une fois que tu commences à aller vers ça, tu te dis, ben non, là, j'avais tout, puis j'ai tout gâché, là. Puis, tu sais, j'avais des feelings, j'étais comme, mais c'était bon, mon entreprise, finalement, tu sais, comme tout. Puis, ben, c'était bon. Moi, j'ai eu accès au chat où tout le monde te blastait. C'était pas si bon que ça. C'était pas si bon que ça. J'ai 2 questions pour toi encore. Vas-y. Parce que là, on fait quand même long. Ben oui. Là, je pense que t'es en couple. Oui. Est-ce que maintenant, t'es capable... Ben là, c'est sûr que tu vas pas dire que c'est une relation ordinaire parce que t'es dedans, puis là, ton chum va sûrement peut-être... Mais est-ce que tu as réussi à approcher différemment une relation, puis de plus, toi, être comblé et moins vouloir être people pleaser, tu sais, de juste être en réaction à ton amoureux, mais être bien toi aussi là-dedans? Est-ce que tu es capable d'avoir changé ta façon d'être un peu en couple? Absolument. Je te dirais l'année que j'ai pas daté, j'ai décidé de tomber en amour avec moi-même, puis ma valeur, puis tout ça. Puis mon objectif, c'était vraiment de savoir ce que je voulais. Puis là, j'ai jamais été en relation aussi compatible puis complémentaire de toute ma vie. Je dis tout ce que je ressens. Puis je dis à voix haute, genre, c'est l'homme de ma vie, là. Je suis vraiment, j'ai trouvé ma personne. Puis c'est parce que j'ai été capable d'être toute moi-même tout le temps puis de tout lui dire que ce que je ressens. Puis avant, j'aurais jamais été capable de faire ça. Puis c'est ce qui a créé la proximité. C'est pour ça que je blâme pas nécessairement les copains que j'ai eus dans le passé. Je pense pas que je les laissais rentrer dans ma vulnérabilité. Parce que j'étais tellement obsédée par plaire, tu sais. Okay. Ouais. Mais ça m'a pris ce 1 an de réflexion puis de vraiment focusser sur être heureuse seule, dans le fond, pour pas aller chercher la validation là-dedans. Je comprends. C'est ta deuxième question? Dernière question que je pose quasiment à tout le monde. Ouais. Quelqu'un qui vivrait, tu sais, compte tenu de ta relation est particulière parce qu'elle est à distance, tout ça, mais quelqu'un qui serait en peine d'amour, qui sort d'une relation ou qui est peut-être accro un peu, si on fait un parallèle avec toi, accro à quelque chose qui était pourtant pas si satisfaisant, mais qui reste accroché à ça. Si tu avais un conseil à dire à quelqu'un qui serait là-dedans présentement? Oui. Ça serait vraiment comme le journaling, moi, je trouve que c'est incroyable. Écrire dans un journal comment tu te sens, ce que tu vis, parce que c'est toi qui écris. Tu sais, fait que, mais quand je le relis maintenant, je le sais que ça n'avait pas de bon sens puis que je le vivais. Fait que ça, je le recommande vraiment. Mais d'écrire, c'est quoi tes objectifs puis tout ça. Puis je suis vraiment forte dans la gratitude pour tout ce que tu as aussi en ce moment qui est bien dans ta vie. Comme ça, tu penses moins que tu as un manque. Je pense que c'est ça aussi qui quand tu penses que tu as un vide, tu penses qu'il faut le remplir le plus vite possible, mais tu ne remplis pas nécessairement avec les bonnes choses. Tandis que de se concentrer avec toutes les choses que tu as déjà, puis tu sais, ça peut avoir l'air simple, mais ça m'a vraiment aidée. Puis je pense que ça m'a trouvé à justement aider quelqu'un qui aime les mêmes choses que moi, puis qui cherche les mêmes choses que moi, etc. Je te dirais que c'est un petit peu. Ariane, c'était super intéressant. Je te souhaite... là, tu travailles en humour. Oui. Fait qu'on va peut-être se recroiser. J'espère. Je te souhaite d'avoir ce job-là qui te comble toute ta vie. Et j'espère qu'avec ce gars-là, ça te comble aussi toute ta vie. Merci. C'est vraiment... moi, je suis impressionné de ce podcast-là m'impressionne. Ça fait 2... J'ai tourné Céric tantôt que tu as croisé. Des gens qui ont des vies atypiques quand même, avec des choix courageux. Ouais.
puis avec un scénario de vie impressionnant. Je suis fasciné. Ben, je suis contente. Tu sais, ce qui est drôle pour finir, c'est que maintenant, c'est moi qui choisis les New Faces. C'est quand même tout un parcours C'est malade. complètement fou. Puis, ouais, non, c'est vraiment Mais ce qui est malade, là, ce qui est fou, là, c'est que là, c'est toi qui choisis les New Faces. Avec mon équipe. Ouais, mais je fais partie. Mais tu fais partie de ça. Fait qu'il y a un gars que tu vas choisir, qui, à un moment donné, il va être dans un bar à Montréal, il va croiser une fille. Cette fille-là va peut-être aller elle va retourner à LA, ils vont se croiser. Ça finit jamais, ce loop-là. C'est certain. Tu crées une future relation puis une rupture aussi avec ton choix de New Faces. En espérant que ça soit moins souffrant. Ouais. Merci, Ariane. Merci à toi. Merci beaucoup.